Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien me faire un signe dans la conversation pour nous dire que tout est OK et que vous nous entendez? Ah super, merci. Super, on est devant l'écran, on a plein de pouces qui apparaissent. C'est très agréable pour nous. Merci Audrey, merci tout le monde pour tous ceux qui ont pu se signaler. Voilà, les chiffres, enfin les participants arrivent petit à petit, donc on va démarrer tout doucement. Vous voyez qu'il y a du monde autour de moi, derrière moi. Il y a peut-être du monde qui va passer au fur et à mesure. Parce qu'on a proposé à toute l'équipe de passer pendant ces 2 heures pour faire peut-être juste un coucou à la caméra. On les a un petit peu attirés, vous nous verrez manger, parce que c'est un peu l'ambiance de Noël quand même aussi. Il n'y a pas que des déguisements. On appelle des déguisements, c'est notre tenue quotidienne, bien sûr, avec quelques sucreries. Donc peut-être que vous verrez du monde passer. J'espère que vous êtes bien installés vous aussi, que vous avez du chocolat avec vous ou je ne sais quoi, pour passer un bon après-midi avec nous. L'idée, donc, pour aujourd'hui, c'était que traditionnellement, chaque année, on essaye de vous présenter un petit peu différentes thématiques autour du programme Vitam. Ça pouvait durer parfois une semaine entière, hein. On a fait des Vitam en ligne, plusieurs éditions. Encore avant, c'était des journées en présentiel. Là, cette année, on avait voulu tenter quelque chose en présentiel et en hybride, et puis le temps nous a manqué et on a préféré être raisonnable. Enfin, sûr, oui. Je sentais bien que ça ne tenait pas en particulier dans mon emploi du temps, mais dans l'emploi du temps de personnes de l'équipe. Donc, on a résumé ça à 2 heures de présentation autour de nos activités en 2025 et vous faire un petit peu un point en mode, justement, on va vous ouvrir l'atelier du Père Noël qui est aujourd'hui Vitam pour vous raconter ce qu'on a fait dans l'année, où est-ce qu'on en est. Alors, ça va être peut-être frustrant pour certains, puisque ceux qui ne connaissent pas du tout Vitam, vous allez sans doute manquer d'éléments, mais je ne peux que vous inviter à nous contacter par tous les moyens possibles pour nous demander un rendez-vous, faire le point avec nous. Pour ceux qui connaissent Vitam, vous aurez sans doute des informations un petit peu redites, peut-être dites autrement, et peut-être envie de creuser certains sujets, puisque en 2 heures, on ne fera pas le tour. Pour ceux qui font partie du club utilisateur en particulier, il y a une multilatérale et un atelier demain. Donc, vous aurez aussi des éléments demain pour ceux qui sont déjà partie de la communauté autour de Vitam. Sur les modalités un petit peu pratiques, normalement, tous vos micros et caméras sont coupés. L'idée, c'est qu'à la fin, si on a le temps, j'ouvrirai sans aucun problème vos micros. Là, ça permettait d'être un peu serein sur ne pas avoir à gérer ce qui peut être ouvert malencontreusement. Vous avez la possibilité d'interagir dans la conversation. Il y a même peut-être bien le question-réponse qui est ouvert. Il y a plein de monde autour de moi, mais je suis pas sûre que vous soyez connectés. Non. Bon. Voilà. Si on sent que ça s'agite, qu'il y a des choses pas claires dans ce qu'on raconte, il y aura connexion possible et réponse, interaction des équipes qui sont là, puisque on est entouré de PMO, PO. Il y a plein de sigles. DevOps, chef de projet support, designer, enfin voilà, il y a plein de profils, donc on pourra tous vous répondre à vos questions. Voilà pour les règles du jeu. Pour l'instant, pas de son, juste de vidéo. Est-ce que c'est normal? Personne ne nous entend? Je parle dans le vide? Ah, est-ce que quelqu'un peut juste me dire, vous nous entendez? On t'entend bien, merci Maud. Maud, tu es masturbeuse. Ok. Alors, je ne sais plus qui disait qu'elle n'entend pas, peut-être quitter, revenir. J'en suis désolée. Voilà, tout a bien été dit. Merci beaucoup tout le monde. C'est ça de limiter les interactions, de vous bloquer vos micros. Je ne peux que lire de temps en temps vos messages. Ceci étant dit, pour le contenu, je vous raconte un petit peu comment on l'a construit, évidemment en revenant sur tout ce qu'on a fait ces 12 derniers mois, mais également en interrogeant l'équipe sur quels étaient les événements marquants ou les fiertés qu'ils avaient en regardant en arrière sur les 12 derniers mois. Donc c'est aussi la construction de tout ça, la compilation de tous ces éléments qui va nous permettre de vous présenter le support maintenant. Et puis, j'essaierai aussi de faire une démonstration à la hauteur de ce que je sais faire. Et là aussi, en vous invitant à nous interroger ultérieurement pour en savoir plus si besoin. Alors, je vais maintenant le partage d'écran. Pourquoi je ne peux pas aller là? Hop.
J'ai vu qu'il y avait une main levée, Monique Lume. Je vous invite à mettre dans la conversation si c'est une main levée pour une question. Le support se charge. Non, merci Marion d'avoir précisé de connecter, reconnecter. Il va passer quelques messages de temps en temps. Voilà. Donc, je pense que le support se charge. Voilà. Donc, on n'a pas mis de musique et on n'a pas répété la chorale pour la chanson. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas mettre, c'est lancé. Alors, tout d'abord, un petit mot sur quand même revenir sur ce qu'est l'écosystème Vitam. Vous avez là une vue très résumée, très synthétique de ce qu'est l'écosystème Vitam actuellement, tel que nous on le voit et tel qu'on le présente, c'est-à-dire autour de 3 pôles d'activité fortes. D'abord un programme, un éditeur d'outils assez classiquement, et puis un opérateur de service. Et sur tous ces pôles-là, on continue à modifier notre périmètre, à l'élargir. Et l'année 2025 a été particulière là-dessus, c'est-à-dire que sur la notion de programme, on va reparler un petit peu du club utilisateur, mais on continue évidemment à avoir un club utilisateur qui grossit. On continue à être soutenu par les ministères et à être en mode open source et à fonctionner avec des méthodes agiles. On est sur l'itération 163 pour ceux à qui ça parle, ça veut dire que c'est des sprints de 3 semaines qu'on enchaîne comme ça depuis 163 fois. À continuer à avoir une mission autour de la formation, de la culturation, de la sensibilisation et puis de réfléchir à des thématiques métiers fortes. Sur la partie éditeur d'outils, évidemment, c'est le logiciel qui continue à s'enrichir. C'est Pastis, qui est donc l'outil mis à disposition pour les profils d'archivage et profils d'unité archivistique qu'on continue à publier donc 2 fois par an au même rythme que le logiciel Vitam, qui s'enrichit lui aussi de version en version. C'est également Recip, qu'on enrichit un peu moins régulièrement parce c'est pas un outil qui a vocation à être très porté à l'intérieur du programme Vitam, puisque c'était un outil au départ plutôt en mode de POC, test, et qu'on voit bien que l'usage est là, mais que voilà, nous, on investit en effet à minima dessus. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet, il ne faudra pas hésiter. Et puis, la grande nouveauté pour l'année 2025, qui se concrétisera complètement sur 2026, c'est l'accueil d'Archifiltre au sein du programme Vitam. Pour vous en dire quelques mots, l'année 2025 pour l'Archifiltre a été particulière puisque les ministères sociaux ont indiqué ne plus vouloir, chercher à trouver un autre lieu d'accueil pour ce produit. Que donc on a travaillé avec l'équipe d'Archifiltre qui, évidemment, une des cibles, c'est le ministère de la Culture et particulièrement le programme Vitam. Et donc, l'année a été consacrée à cet accueil et en même temps à reprendre une grosse partie du code d'Archifiltre, puisque depuis le début de son développement en 2017-2018, ça avait été fait sur un mode là aussi un petit peu POC, donc un peu en test, et que ça s'était au fur et à mesure, ils avaient augmenté leur fonctionnalité sans revenir sur les bases technologiques derrière. Et donc là, l'année 2025 a été consacrée à produire une V5 qui aboutira en 2026 sur le même périmètre de fonctionnalité, mais avec une absence de dette technique et avec quelque chose de plus moderne. C'est un petit peu ce qui s'est fait. Et puis en termes d'organisation, c'est l'accueil d'Archifiltre au sein de l'équipe Vitam et voir comment ça se concrétise, que les développeurs parlent ensemble, ce que ça veut dire en termes de déploiement, de reprise d'outils. Sur la notion d'opérateur de service, depuis on a fêté les 4 ans du service VAS, donc Vitam accessible en service sur l'année. Et en même temps, on avait déjà un périmètre autour de Axon, qui est le projet de système d'archivage électronique du ministère de la Justice. Et l'année 2025 a été particulière puisqu'on a élargi ce périmètre, là où on n'avait à ce moment-là que la maintenance de la partie plutôt back-office. On a maintenant la maintenance de la totalité du produit, même le front office opéré par Xeliance. J'essaye de résumer ce que c'est, puisque même moi, si on me demande, on va très vite arriver sur des interventions. Si vous avez des questions, il y a une partie de l'équipe derrière qui pourra répondre sur ce que ça veut dire vraiment, mais sachez que le périmètre d'action du programme Vitam sur le SAE du ministère de la Justice est un petit peu plus large pour aider au mieux le ministère et travailler main dans la main avec les équipes de la mission archive du ministère. Voilà pour ces éléments.
Pour préparer cet événement, je suis repartie des agendas, des R qui ont bougé, ils ne sont plus sur la même ligne. Une partie de l'agenda, puis ça reprenait également une partie de ce que l'équipe avait pu signaler comme événement marquant. Donc, vous verrez là pour les premières diapos, quelques événements marquants sur chaque mois de l'année. Pour le mois de janvier particulièrement, en plus de tout ce qui est réunion de comitologie un peu classique et que vous reverrez régulièrement apparaître, c'est l'entrée de l'ECPAD au sein du club utilisateur qui a donné lieu à un événement de communication pour eux comme pour nous, un petit peu marquer l'événement et en profiter pour que les équipes se parlent et apprennent à se connaître pour envisager de travailler ensemble ensuite. Et ça va se concrétiser d'ailleurs sur l'année 2026 par une entrée effective dans le service, sans doute Vitam accessible en service. En février, voilà, vous verrez aussi que les mois traditionnellement de congés scolaires, on a un peu moins d'activité puisque avec en particulier le club utilisateur, ça gèle à peu près 4 semaines d'activité de comitologie. On en a profité pour faire un réaménagement des locaux. Pour ceux qui connaissent 47 rue de la Chapelle, on a un petit peu modifié nos bureaux. Sur les mois de mars et avril, alors là, ça a été beaucoup plus actif, je dirais, en particulier au mois de mars. Je ne sais pas si d'autres personnes dans l'équipe s'étaient donné un peu cet objectif. Moi, je m'étais dit que si je survivais à fin mars, c'était déjà très beau. Oui. C'est avril. Et avril aussi, moi, c'était surtout fin mars. Puisqu'on a eu, et en particulier pour les product owners, les responsables fonctionnels, les ateliers qu'on appelle les ateliers Mosco, donc qui permettent de définir les lignes directrices et les besoins que les utilisateurs remontent, les prioriser pour les prochaines versions. On a également eu, nous, une action autour de la formation de formateurs pour essayer d'imaginer, même si ça avance pas tout à fait aussi vite qu'on veut, que les utilisateurs le veulent, mais des actions de formation. On a eu pas mal d'interventions et puis on a surtout eu donc d'un côté les 10 ans du programme Vitam. Donc voilà, on a on a souhaité marquer le coup, en faire un événement qui puisse se féliciter, être en mode joie et fierté du travail accompli. Et puis ça a donné lieu à plein d'inflexions dont je reparlerai sur maintenant en 10 ans, mais les prochaines années, qu'est-ce que ça donne? C'était un événement, voilà, pour nous avec évidemment des enjeux, puis l'occasion de revenir sur notre activité. Et puis le Forum des archivistes à Rennes, où on a été une dizaine, je crois, à être présents et à rencontrer plein d'utilisateurs ou d'archivistes qui s'intéressaient, en général, qui venaient en savoir plus. Et c'est vrai que c'était un événement un petit peu marquant pour l'équipe. Et puis le mois d'avril, alors que moi j'ai vécu un peu plus calme, mais donc pas tout le monde dans l'équipe. Regarde ce qui arrive. Évidemment, c'est des événements importants, ce qu'on appelle le PI Planning, en particulier que vous verrez en illustration pour la 9.1, puisqu'on on l'a 2 fois par an, cet événement qui est donc réunir toutes les équipes pour réfléchir aux travaux de chaque sprint. Et puis un passage d'Osmose à Resana avec toutes les difficultés que ça a pu avoir et que ça encore. Voilà, entre autres. Sur les mois suivants, on a plutôt continué sur les aspects donc de comitologie avec juillet. Nous, finalement, on a été cette année un peu ambitieux et ça a bien fonctionné avec plein de multilatérales un peu partout, dans tout, fonctionnel comme technique, des copies, des codir. Le début du travail effectif avec Archifiltre. Et puis, sur le mois de juin, on avait également eu quand même la formation qu'on propose avec le ministère de la Culture, mettre en place un SAE avec Vitam. Donc, la fin de mon guillemet, mais on a bien fait la formation avec une dizaine, nos responsables fonctionnels ont animé cette formation pour une dizaine d'utilisateurs, d'apprenants. Le mois d'août plus calme, c'était pour mieux repartir sur l'automne, puisque en parallèle aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas signalé, mais on a fait en septembre, on l'avait fait aussi en février, on essaye de proposer aux membres du club utilisateur quelques informations sur l'intelligence artificielle et voilà, je vais avoir des retours d'expérience de différentes organisations autour de ces sujets-là. Et puis, on a commencé, il y a eu toute une période d'événements, plutôt à l'international. Marion Ville a pu présenter des outils de traitement d'arborescence bureautique au congrès de l'ICA à Barcelone. Fin octobre. Juste avant, on avait fait donc justement le deuxième PI Planning pour ce qu'on appelle. PI Planning, c'est que toutes les équipes se mettent d'accord sur les sujets à embarquer, dans quel ordre.
pour arriver à se dire, bah voilà, dans 6 mois, on aura ce produit-là et on en sera fiers, ça correspond aux besoins qu'on a entendus des utilisateurs et à nous, ce qu'on voit comme prioritaire. Donc on avait fait ça juste avant, voilà, en octobre également. Et puis donc les événements internationaux se sont poursuivis puisque, en novembre, il y avait lieu la conférence, e-presse à Wellington. Ne cherchez pas où est Wellington, c'est très loin, mais ces conférences donnent la possibilité de suivre ça à distance. Alors en se basant sur le décalage horaire évidemment, mais ce qui a permis une intervention, quand même là aussi pour Marionville lors de cet événement. Et puis, bah, donc on finit l'année avec, de nouveau une comitologie, riche, quelques interventions et en particulier, on a toujours des actions de formation, vers, les étudiants d'université et là, c'était à Angers en particulier au mois de décembre et puis donc on va finir avec, l'événement qu'on partage avec vous aujourd'hui. Donc ça, c'était les événements un petit peu marquants de cette année. Est-ce que les uns les autres voulaient rajouter des choses? J'en profite, il y a plein de monde autour de moi. Est-ce qu'il y avait des événements plus marquants que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses d'oubliées? Est-ce que il y a des choses qui ont été plus dures à passer que d'autres, ou plus agréables? Je me suis aperçue qu'on n'avait pas fait de visite. D'habitude, on essaye de faire des visites. De visiter un service, c'est bien, on n'en a pas fait en 2025, je crois. Pas le temps. On a parlé de tout, le forum. Ouais, le forum, c'était riche. Donc voilà pour la partie événements à proprement parler. Et puis, bah, ça n'empêche pas des chantiers. Alors, j'ai appelé ça des chantiers au long cours, en essayant de les placer. Oh, toutes les lettres, je suis désolée, toutes les cartouches de moi sont décalées. Donc des chantiers un peu plus au long cours, que j'ai essayé de représenter là, en partant un petit peu de leur point de départ. On les mène pas tout seul, hein, j'essaierai de le dire à chaque fois, mais c'est évidemment à chaque fois des chantiers sur lesquels interviennent plusieurs organisations, plusieurs acteurs. Certains sont peut-être même présents là, dans les participants. Donc, bah, si vous avez des choses à rajouter ou à préciser, entre lever la main et la conversation, n'hésitez pas. Donc ça a commencé avec, ça avait même commencé d'ailleurs avant janvier 2025 sur, tout le dossier, les réflexions autour du dossier individuel de l'agent mené, par le SIAF en particulier avec, les ministères, concernés qui, parlent aussi bien sur, enfin il y a une réflexion aussi bien sur, la partie, décret, description des documents concernés et de ce qu'on attend du dossier individuel de l'agent que, technique et outils avec, bah, comment on peut archiver ça, à quel moment et des réflexions très, archivistiques aussi sur, DUC, DUA, qu'est-ce que ça veut dire? Et organisation de l'archivage avec ça, puisque nous, ça a amené quand même une modification forte, dans l'outil, enfin une nouvelle fonctionnalité importante dans l'outil dont on reparlera, mais qu'on appelle nous, l'arborescence virtuelle. On vous en reparlera, tout à l'heure. Voilà, et ça se poursuit encore actuellement puisque, l'idée d'avoir un livrable, à ce que vous voyez là, et vous voyez tout récent, enfin vous voyez peut-être pas, mais 11 décembre 2025 pour ce format de guide qui est encore provisoire, qui pourra être diffusé, prochainement, et c'est le SIAF qui est au pilotage de ce guide et de cette étude. Donc ça a animé une partie de notre année. L'autre sujet, c'est ce que le SIAF a initié là aussi, alors avec les missions archives des ministères. Oui, les archives nationales, sur la fluidification de la collecte et des entrées aux archives nationales. Alors j'en parle parce que, bah, évidemment, il y a un lien fort là aussi, enfin, il y a beaucoup de réflexions qui, démarrent très souvent par l'outil et les aspects techniques avant aussi de, évidemment, avoir un impact sur, ou de revenir sur, bah, ce que ça veut dire du métier et comment, le numérique impacte, ce qu'on appelle, enfin les données métiers, pardon. On peut avoir par exemple des grands débats dans ce groupe de travail sur ce qu'est un vrac, numérique. Est-ce que vraiment il y a une notion de vrac numérique ou pas? Est-ce qu'une messagerie est un vrac? Comment on traite la messagerie? Est-ce que vraiment le pièce à pièce qu'on pouvait faire, le feuille à feuille, et qu'on a tendance à vouloir faire dans le numérique est utile et à quel moment? Et est-ce qu'on se fixe des limites? Il y a évidemment une réponse par l'outil, mais il y a aussi une réponse par la pratique. Donc ce groupe de travail, se poursuit, un livrable vraiment sur la partie, donc sur le périmètre fluidification des entrées aux archives nationales, va être fait en début d'année, et puis le souhait du SIAF est de prolonger ce groupe de travail, sur, eh bien l'accès après les entrées et puis, vers les collectivités territoriales. Donc ça donnera lieu à d'autres groupes de travail. Je ne sais pas encore comment Vital sera impacté, mais vous participant là, enfin connectés, serez peut-être
peut-être concernés. Voilà, donc pour information, l'illustration est prise de un nuage de mots tout simple d'un des derniers documents, le livrable dans sa version provisoire, et ce que ça donne en termes de quoi on parle. Voilà, vous voyez, structuration, processus, fichier. Alors oui, l'outil revient évidemment, la notion d'erreur, de métadonnées, de messagerie, voilà. Donc c'est tous ces éléments-là dont on discute dans ce groupe de travail. A commencé donc en fin d'année, à la fin du premier semestre, la conséquence d'avoir fêté nos 10 ans. On a fêté les 10 ans et on s'est dit, ouais, mais nous, on aimerait bien se reprojeter sur la suite. C'est quand même l'occasion de réfléchir à ce que ça veut dire des Vitam et comment on poursuit les travaux, puisqu'on a alors des envies, mais aussi on voit bien les directions, ce qu'on n'a pas encore couvert et ce qu'on aimerait couvrir avec l'outil ou avec le programme. Et donc, on a initié ce qui est résumé sous la notion de mission d'accompagnement DITP. Alors, je vais prendre le temps d'en parler parce que d'une part, ça a occupé quand même beaucoup de temps. J'ai évalué à grosse maille que ça nous prenait 60 heures, alors en particulier à Emmanuel Laborde, le directeur du programme, et à moi-même depuis début juillet. Je ne sais pas si Mélanie Rebourg est connectée, je ne pense pas, mais elle aussi, puisqu'elle est de quasiment tous les ateliers. On a donc la chance d'avoir cet accompagnement, d'être accompagné par 3 personnes de la DITP, donc la Direction interministérielle de la transformation publique, qui a créé son agence de conseil interne, suite à différents... comment je peux dire ça? Je suis enregistrée, faut pas que je dise des bêtises. Suite à différents événements autour de cabinets de conseil au sein de l'État, l'État a décidé de créer sa propre agence de conseil interne. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a ces 6 mois de mission qui donc s'achèvent là actuellement. La dernière réunion sera tout début janvier. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'avoir une vision au départ. L'idée était de se reprojeter sur les 10 ans à venir, sur les sujets qu'on souhaitait adresser, comment les adresser, ce que ça voulait dire en impact financier, et donc en impact après de modèle économique, de gouvernance, de comitologie, puisque à force de rajouter des projets, on a un petit peu une stratification, une augmentation. Voilà, c'est vraiment comme si on rajoutait des strates à chaque nouveau projet. Et qu'à un moment, il faut peut-être le voir de manière un peu plus efficace ou globale et se dire que tout ça étant bien intégré, autant que et le modèle économique et la gouvernance et la comitologie soient intégrés aussi. Donc, on est plutôt parti, nous, de la couverture fonctionnelle qu'on souhaitait avoir d'ici 10 ans, et eux sont partis plutôt de la notion de modèle économique, et on essaye de faire rencontrer tout ça. L'idée est d'aboutir en 2027, c'est pas d'aboutir en 2026, puisque là, maintenant qu'ils vont avoir fait, eux, leurs recommandations après 6 mois d'études, de nombreux entretiens, donc de nombreux ateliers, l'idée après, est maintenant de construire avec les utilisateurs le modèle qui leur convient et pas de l'imposer. Donc, vous en entendrez sans aucun doute parler, parce que ça veut quand même dire des conséquences sur, en particulier, Vitam accessible en service et son modèle économique, qui, si je peux le résumer rapidement, est un modèle économique qui a été jugé peu incitatif et peu compréhensible, pas prédictif surtout, et qu'on essaye au moins de répondre à cette critique en devenant plus incitatif et surtout compréhensible par tous. C'est un exemple. Il y aura aussi un impact sur l'organisation du club utilisateur, donc on essaiera de construire ça avec tous les acteurs. Et là, pour l'instant, on est plutôt sur l'atterrissage de la mission avant de poursuivre et donc de tout organiser finement sur l'année 2026. Ensuite, nous avons eu ce qu'on a appelé la validée par les utilisateurs, la vaste patrouille. Alors, je vous ai épargné l'image parce que j'avais aucune envie de vous mettre une image de quelque chose de patrouille. Ceux qui ont des enfants plus jeunes que les miens, en particulier, verront à quoi il faut que je fais référence. C'est parti j'exprime un niveau, puis si vous voulez corriger ou placer. C'est parti de l'idée que, on le verra tout à l'heure, Vitam accessible en service a de plus en plus d'utilisateurs qui arrivent avec un niveau de connaissance évidemment plus bas que ceux qui sont là depuis 4 ans. Comment embarquer ces nouveaux acteurs? Il y a plein d'idées, du mentorat, du tutorat, du parrainage, de la formation évidemment, mais comment faire démarrer ça et comment le mettre en œuvre? Donc ça a donné lieu, nous, l'équipe a essayé de répondre à ce constat en interrogeant déjà les utilisateurs. L'image que vous avez là, c'est un extrait des questions qui ont été posées. Je sais communiquer des archives par un export DIP. Oui, c'est déjà fait. Ou oui, mais je ne maîtrise pas le sujet.
J'ai jamais essayé, j'ai pas compris le fonctionnement, ou j'ai pas essayé et j'ai besoin d'un accompagnement. Donc ça, c'est un exemple. Il y avait de nombreuses questions, je ne sais pas combien, une trentaine. Sur les grandes fonctionnalités Ouais. Vitamui. Et puis, ça permet maintenant de proposer des ateliers régulièrement, en mode entraide. En mode pas à pas au début, minimal, et puis on essaie d'aller... on garde les multilatérales de base, c'est d'être plus élevé, mais d'avoir des moments où on repart de zéro et on essaie d'avoir des choses un peu plus basiques pour essayer d'embarquer tout le monde, qui soit arrivé depuis longtemps ou pas. Donc là, les premiers ateliers, par exemple, le premier, c'était sur les utilisateurs, pour montrer les utilisateurs et des droits. Non, le premier, c'était un SIP même. Constituer un SIP, le verser dans Vitamui. Et ben après, c'était une multilatérale. C'était comment éliminer aussi, parce qu'il y avait un besoin de nettoyer faire le ménage sur nos environnements de recettes et le faire proprement. Donc, ça permettait de revenir sur les fonctionnalités d'élimination. Et après, le dernier, c'était sur les droits, gérer les droits et habilitation des utilisateurs en Vitamui. Donc voilà, l'équipe part de besoins exprimés par les utilisateurs ou de besoins constatés en micro-fonctionnalités pour aller au bout du sujet. Voilà, donc c'est la réponse actuelle à ce besoin qu'on a constaté. Ça évoluera peut-être, mais pour l'instant, voilà. Et il y a d'autres ateliers de prévus, essentiellement aussi, parce que les utilisateurs vont pouvoir exprimer aussi des besoins là-dessus. Donc c'est notre vaste patrouille. Peut-être qu'on aura un logo un jour. Je suis allée trop vite. L'autre chantier qui nous a animés sur la fin de l'année, c'est une mission, une prestation pilotée, financée par le SIAF autour du module de collecte. Alors, j'en parlerai tout à l'heure du module de collecte et je ne ferai qu'une démonstration que du module de collecte d'ailleurs. Mais c'est ce module de collecte qui est donc depuis 3 ans maintenant, je pense, facilement, un module et une application qu'on a positionné en amont de Vitam pour faciliter la collecte et l'entrée des archives électroniques. On voit bien que sa prise en main n'est pas facile puisque les gens qui sont habitués à l'outil ont l'habitude de faire des paquets DSIP avec Recip par exemple et que passer à autre chose autrement c'est compliqué. Nous, l'idée est vraiment de faciliter la collecte et en particulier de s'adresser aux services versants. On a donc profité de la réflexion autour de la fluidification également des entrées et de la collecte pour dire, nous, ce qu'on voit comme ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un guide d'utilisation du module de collecte qui compléterait la documentation qu'on a nous-mêmes en ligne, qui est pléthorique. Si quelqu'un veut mettre les liens, n'hésitez pas, j'aurais dû prévoir ça. On a d'une part une documentation sur le module de collecte, sur ses fonctionnalités, son fonctionnement, sa philosophie autour, classiquement autour des grands principes de Vitam, et puis une documentation aussi importante, très importante, sur l'application en elle-même, module de collecte. Et on voit bien que ce qui pouvait manquer, et ce qu'on a vu avec certains utilisateurs, c'est la notion de je veux l'utiliser en cas réel. Il me manque par exemple un arbre de décision, il me manque des schémas pour comprendre la cinématique et l'impact de certains choix. Le relationnel entre les différentes applications, voilà. On a eu des cas où ça s'est très bien passé et avec des effets même un peu waouh. Le ministère de la Transition écologique a fait un essai, un POC, autour des documents d'urbanisme, donc depuis Plateau, versés dans un Vitam accessible en service, et en mode je verse et je réaccède à la donnée et aucun problème. Alors après, on parle de requêtes, de librairies, de choses comme ça. Et donc, l'idée du guide, c'est de donner plus facilement à des équipes qui seraient chargées de ce type de sujet. On n'est pas sur un guide en mode un que sais-je autour du module de collecte. Normalement, c'est censé être et pratique et pour un public bien ciblé, de donner des éléments. Alors, évidemment, dès qu'on tire une partie du fil, on se dit, oui, mais il faudrait qu'on réexplique. On s'est demandé s'il fallait même réexpliquer Recip. Si on devait réexpliquer la collecte uniquement manuelle, en plus manuelle ou que par flux. Bon voilà, donc là ça donne un guide qui est en 2 parties. Vous avez les premières pages, mais pour l'instant on ne vous donne pas accès au reste. On a encore besoin de nous. Alors d'abord, il est valide, la prestation s'est terminée il y a quelques jours seulement. Nous, on a encore besoin de consolider les documents autour de vraiment, si on lit ça en mode papa, est-ce que nous-mêmes on se dit qu'on va s'en sortir ou pas?
Voilà, donc nous, on a besoin de le confronter à ce qu'on ce qu'on va proposer là dans la version 9.0 qui est en train d'être finalisée au terme de publication. Et puis, c'est un document qui sera de toute façon voué à évoluer. Et il y a une étape intermédiaire dont je n'ai pas parlé, c'est que plusieurs utilisateurs ont été interrogés et on aimerait aussi leur retour dessus. Donc, on a différentes étapes. On verra peut-être qu'à un moment, de toute façon, on le diffusera quand même en mode, voilà, c'est le résultat de la prestation telle qu'elle est là et avec les précautions qu'on pourra donner sur l'état, nous, de validation par rapport à ce qu'on a livré à ce moment-là. Et vraiment que ça puisse faciliter des collectes par flux, donc pour les utilisateurs qui ont ce type de projet. Donc voilà, ça a bien animé aussi et occupé nos dernières semaines de l'année. En termes, voilà, là j'ai fait le tour à peu près des chantiers un petit peu en ordre chronologique. J'ai pas vu passer de questions globalement, donc n'hésitez pas. Merci, les filles. Quelques mots sur le club utilisateur, si on revient sur l'année 2025. Nous sommes actuellement à 102 membres du club utilisateur. C'est-à-dire que sur l'année, on a fait plus 11. Et en termes aussi de suivi d'instances en production, on en est donc à 15, puisque la dernière mise en production par un utilisateur, c'est celle de la CNAV. La Caisse nationale d'assurance vieillesse depuis mi-octobre. Alors, quand on parle d'instances en production, c'est bien des systèmes gérés par une ou plusieurs organisations. Par exemple, dans les 15, il y a VAS. Ça ne veut pas dire que c'est le nombre d'utilisateurs, parce qu'on le verra juste après. Vitam Accessible, c'est plus d'une vingtaine d'utilisateurs. Si je parle de l'instance en production de Xeliance, je crois que c'est entre 80 et 100 utilisateurs. Si on parle de Nantes Métropole, c'est plus de 20 utilisateurs, je crois, au moins en cible. Enfin, voilà. Donc là, c'est des instances matérielles, je dirais, en production, en exploitation. Ça ne représente pas derrière le nombre d'utilisateurs qui est d'organisations utilisatrices qui est beaucoup plus important. Sur ces membres du club utilisateur, j'ai fait une répartition, alors on fait ça régulièrement, une répartition par type d'opérateurs entre les collectivités territoriales en vert foncé, les opérateurs, les ministères et services de l'État, les différents types d'ESN. Et puis, vous avez donc les 11 organisations qui ont rejoint le club cette année. Involontairement, on en est évidemment plutôt content. La 100e, c'est la présidence de la République, donc l'Élysée qui, à la sortie de l'été, nous a rejoints, suivi juste après par la SNCF et ça devait être Seine-Yvelines Numérique en même temps. Seine-Yvelines Numérique accompagné des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine pour leur projet de système d'archivage électronique mutualisé. Et puis, vous voyez donc les autres organisations, en particulier deux métros, une université, quelques entreprises du secteur numérique et puis la DSI du gouvernement de Polynésie française avec un enjeu tout simple de décalage horaire. C'est-à-dire que j'arrive régulièrement le matin avec des questions puisque j'ai vu que c'est pendant la nuit qu'ils ont évidemment fait, ce qui est notre nuit à nous, qu'ils ont fait les tests. Mais ça pose évidemment des questions en termes de club utilisateur et d'activités proposées, mais ce qui peut aussi poser des questions sur Vitam accessible en service en termes de support aux utilisateurs. Mais justement, c'est tout l'enjeu d'accueillir ces nouvelles organisations pour être confrontées à tout ça. Donc voilà, donc là, plus 11. Les années précédentes, je n'ai pas repris, mais on était entre plus 8 à plus 15, je crois, certaines années. Donc ça paraît très cohérent. Et le but n'est pas non plus de chercher absolument à avoir plus d'utilisateurs, puisqu'après, il faut animer toute cette communauté et que ça réponde aux besoins de tout le monde. Pour rappel, j'en profite. Le club utilisateur, il est ouvert à toutes les organisations qui le souhaitent. Il y a la signature d'une convention en mode « je suis intéressé, je montre mon intérêt de la part de l'organisation et nous, en tant que programme, je suis intéressé par les travaux que cette organisation veut mener ». Sachant que ces travaux, ça peut être juste de l'observation du test avant un choix qui pourrait être un autre outil de Vitam. On n'en prend pas ombrage. Vous êtes les bienvenus quand même au sein du club utilisateur pour nous entendre comme aujourd'hui, mais dans des réunions plus restreintes, ça ne pose pas de problème. Voilà, donc ça, c'est mignon. Ce cœur qui apparaît en même temps sur l'écran quand je dis ça. Mais voilà, cette convention n'a pas d'engagement financier, c'est la mise à disposition de toute notre force de frappe, je dirais, c'est-à-dire toute la comitologie qu'on peut proposer, et puis un outil en particulier qui est qu'on appelle le bac à sable de Vitam, qui permet aux utilisateurs de commencer à prendre en main l'outil, à faire des tests. Alors, on n'est pas sur vous n'allez pas faire un tir de performance sur nos plateformes de test, c'est pas le but.
Sinon, je vais perdre l'équipe DevOps si je leur demande de muscler la plateforme. Mais prendre en main l'outil et tester les référentiels, voilà, les organisations sont les bienvenues pour tester ça et découvrir un petit peu le système d'archivage électronique. Surtout qu'avec les nouvelles fonctionnalités, on peut même imaginer des gens du club utilisateur qui ressortent un SIP du module de collecte pour aller le verser ailleurs. Tout l'enjeu, c'est de vous le montrer. Je ferai appel à vos experts fonctionnels à côté de moi. Donc ça, c'était sur le club utilisateur. Pardon, je suis là. Sur la partie Vitam accessible en service, si je reprends aussi un bilan un petit peu chiffré, on est à 23 utilisateurs du service VAS, donc email, je les ai mis juste après les utilisateurs. Ça fait un plus 6 en 2025. Alors, la temporalité n'est pas du tout la même pour VAS que pour le club utilisateur. Enfin, c'est bien normal. C'est que Vitam accessible en service, là, on est sur un service payant. Un service mutualisé d'archivage électronique, donc mutualisé entre le programme Vitam et tous les acteurs, donc les 23 utilisateurs actuels. Et on voit bien qu'avec ce système payant, la temporalité fait que c'est pour de janvier à décembre, tout bêtement, et donc les signatures arrivent sur novembre-décembre. Et là, je pense qu'on peut déjà quasiment vous annoncer que ça sera sans doute plus que 6 en 2026, d'où l'enjeu de la vaste patrouille. Oui, une question sur la slide précédente. Dis-moi. En gris, dans la cartographie des membres du club utilisateur, on ne voit pas quel type de ESN il s'agit. Oui, c'est ESN-archiveur. C'est Xeniance, c'est le seul. C'est-à-dire que j'ai séparé, dans tous les ESN, il y a quand même des profils très, très différents entre les éditeurs qu'on peut retrouver, donc des éditeurs que vous retrouvez, vous, utilisateurs, en mode vos délibérations, vos permis, les GEC, des parapheurs. Les cabinets d'audit et de conseil, vous les connaissez sans doute tous, et je ne vais pas les citer parce que si j'en oublie un par rapport à toutes. Les intégrateurs, c'est tous ceux qui vont vous aider à mettre en œuvre votre Vitam chez vous. Et puis, les ESN, il y a un tiers archiveur qui est basé sur Vitam, c'est pour ça que je l'ai différencié, mais qui fait aussi finalement œuvre d'intégrateur et même d'audit et de conseil. 2 questions sur Vitam VAS. Très bien, on repasse à VAS. Allez-y, filles. Le programme Vitam est-il certifié HDS ou du fait qu'il s'agit d'un programme porté par l'État, n'a-t-il pas l'obligation d'être certifié? Deuxième question, dans le cadre du déploiement du programme Vitam, quelles formes d'accompagnement sont proposées aux collectivités? Alors, sur le HDS, on est sur un programme, on est sur un service mutualisé. Donc, le Code du patrimoine parle bien de la mutualisation, on n'est pas sur du tiers archivage ou du tiers hébergement. Donc, ça change énormément de choses sur tout ce qui est certification et homologation type HDS en particulier. Donc, on n'a pas les mêmes obligations puisque vraiment, c'est du mode mutualisé. Alors oui, pour Vitam accessible en service, on est à la même hauteur que nos utilisateurs. On n'est pas du tout sur une relation prestataire-client. On est entre acteurs totalement égaux, avec un partage des responsabilités, une réciprocité des engagements et des activités. Même si évidemment, on n'est pas sur une symétrie puisque nous, on fournit un outil en particulier et puis tout l'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre. Je reviendrai sur la deuxième question, mais pas un outil, on n'est pas, sur vous fournissez pas, les utilisateurs de VAS ne fournissent pas la même chose, ils fournissent leur expertise, leur force de frappe en mode test, quand on fait les montées de version, et puis toute l'entraide et le retour d'expérience qu'ils peuvent nous proposer. Donc sur le HDS, avec en plus un changement dans la loi là, cette année, ces derniers mois, non, on n'a pas le même besoin que ça. On travaille évidemment activement, c'est-à-dire que ce que je vous dis là maintenant peut changer, je ne sais pas à tout moment, mais donc la loi vient de changer. On travaille en particulier avec les ministères sociaux, évidemment sur ces sujets, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des spécificités un petit peu différentes sur, par exemple, si vous êtes un établissement hospitalier et qu'il y a des enjeux aux dernières nouvelles entre si vous êtes en gros, si vous êtes ou producteur direct de la donnée ou si vous ne faites que verser la donnée, mais sans être le producteur direct. Il me semble qu'il y a un changement là-dessus. Donc non, pour l'instant, on n'a pas cette obligation. On travaille avec le SIAF. Ma réponse manque sans doute de précision, j'en suis désolée. N'hésitez pas à m'écrire parce que je me rapprocherai aussi du SIAF pour vous répondre plus fermement, je dirais. Mais non, actuellement, on n'a pas cette obligation-là, ça n'empêche pas l'usage. Et l'autre question sur l'accompagnement. Aux collectivités. Pour VAS, et sans proprement parler du programme. Ça parle plus largement du programme Vitam. Ok. Dans le cadre du déploiement, par rapport au programme Vitam, donc tout ce qui est autour du club utilisateur, je ne l'ai pas détaillé là, mais on a, vous pouviez le voir dans les diapos de chronologie, on a différents types d'activités qui, normalement, de notre point de vue,
participe à l'accompagnement. On n'est pas sur un accompagnement formalisé que vous aurez avec un cabinet d'audit et de conseil ou un intégrateur ou une autre société. C'est-à-dire qu'on ne sera pas pour un groupe donné de votre organisation, une formation ou quelque chose comme ça. Par contre, vous participerez à tout ce qui est les multilatérales qu'on appelle, donc c'est un point sur toutes les fonctionnalités de Vitam, les nouveautés, comment les utiliser, tout ce qu'on appelait donc les ateliers qui peuvent être des focus sur des nouvelles fonctionnalités, mais vues de manière globale. Ça peut être aussi bien comment j'utilise le CSV que, c'est quoi demain l'atelier? Pour les habilitations applicatives. Les habilitations applicatives. C'est super important. C'est pour connecter un SI métier à Vitam. Quels sont les droits du SI métier? Est-ce qu'il a le droit d'accès, de lecture, de modification? Enfin voilà. Et ça, vous devez absolument le signifier et le préciser à votre SI, à votre DSI quand vous avez un. Bon voilà, c'est bien votre place, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc ça, pour nous, tout ça participe à l'accompagnement dans le cadre du déploiement. On a également les multilatérales qu'on appelle techniques pour les gens, pour les organisations qui vont faire un déploiement en propre du logiciel Vitam. Et tout ceci est quasi doublé actuellement pour Vitam accessible en service. C'est-à-dire que là, ça regroupe la notion d'utilisateur de VAS sur des réunions et une comitologie qui est propre, avec en plus une notion de support et d'accompagnement au support. Voilà. Et puis, tout ce qu'on peut imaginer et qui va être un jour mis en œuvre, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un besoin de formation plus fort et que pour l'instant, bon, voilà, vous avez un tiers de l'équipe qui est là derrière moi, à côté de moi, donc on n'est pas super nombreux, mais on essaye de répondre au mieux, puis surtout de mettre les utilisateurs en relation. C'est ça. Pour de l'entraide. Notamment les collectivités qui sont ouais. VAS. Et ça fonctionne très bien, ça. Là, il y a un petit groupe AD au moins, par exemple, qui s'est mis en place. Parce que vous êtes toujours mieux placé que nous pour vous aider quand même. L'air de rien, alors je le vois particulièrement sur Recip. Nous, l'usage qu'on a de Recip n'est pas du tout l'usage que vous avez, vous, de Recip. C'est-à-dire qu'on voit bien que les utilisateurs l'ont complètement pris en main. Là où nous, quasiment, il y a des fonctionnalités qu'on utilisait, qu'on pensait même pas pouvoir utiliser comme ça, ou c'est presque ça. Donc pour VAS, c'est un peu ça aussi. C'est au quotidien, vous l'utilisez. Nous, on le propose au quotidien, c'est-à-dire qu'on le produit au quotidien. On n'est pas du tout sur la même relation. Donc, il y a pour nous un enjeu d'entraide très fort entre utilisateurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais n'hésitez pas à préciser si besoin. Sur VAS, oui, je voulais juste préciser le dernier chiffre, donc le 12 utilisateurs en service, parce que sur les 23, évidemment, il y a le temps d'usage et de la préparation, ce qu'on appelle le projet d'usage. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu technique quand même, qui a un raccordement, ce qu'on appelle le RIE, le réseau interministériel de l'État. Puis il y a la préparation de tout ce qui est les référentiels que vous pouvez avoir. Donc en service réellement, ça donne actuellement 12 utilisateurs. Et habile transition. Ça me permet de vous montrer les chiffres d'usage actuellement. Focus sur l'année 2025. Donc, vous avez d'une part la courbe des versements, du nombre de versements en vert foncé, le nombre d'objets en milliers, donc voilà. Donc, vous voyez qu'on est passé de entre 1000 et 1500 versements à plus de 2500 là actuellement. Et puis, sur les objets en milliers, donc on est à 1 million, on a dépassé les 1 500 000 objets. Et puis, sur le poids, donc en gigaoctets, mais qu'on peut ramener en téraoctets, puisque là, on est passé quand même de un peu plus de 10, enfin 12 en début d'année, et là, on est à 18 sur cette fin d'année. Donc, avec une évolution. Alors, si je peux faire une blague en disant merci aux changements de cabinet qui ont mis sur les rotules les missions archives, mais qui ont peut-être entraîné des versements. Et puis les utilisateurs, alors certains sont là, mais il y a eu des versements de. C'est vrai que je suis parvenue sur la typologie de ce qui est versé dans VAS, puisque ça ne nous regarde pas vraiment. De temps en temps, on se renseigne parce qu'on voit bien que c'est aussi l'enjeu que les autres utilisateurs comprennent et voient ce qui peut être, ce qui fait l'objet de vos travaux. À vous, les utilisateurs, ça peut être de l'audio et de la vidéo de conseils communautaires, de conseils municipaux, d'assemblées délibératives, des dossiers qui sont liés au marché public, au MDPH, aux universités, évidemment, on est sur les dossiers étudiants, des copies d'examen, des messageries, des dossiers bureautiques, ce type de versement. Et puis en termes d'utilisateurs, donc voilà, c'est une vision géographique et en termes, j'ai pas fait un focus sur Paris pour situer en particulier les ministères, où voilà, je trouve le moyen de situer aussi les métropoles, les communes, mais voilà, un focus sur le type d'utilisateur, donc qui mêle pour Vitam accessible en service des ministères et puis différents autres types d'utilisateurs. Ça me perturbe, je suis désolée si je suis un peu bloquée certaines fois, c'est que je vois vos messages arriver en même temps, je n'ai pas tout coupé correctement, donc je vois
je vois que certains sont déjà en train de m'écrire, c'est très agréable, mais je vous répondrai très vite, évidemment. Mais n'hésitez pas, je ne dis pas ça pour que vous arrêtiez, mais c'est vrai que ça me... Voilà, de temps en temps, j'ai l'esprit qui se coupe. En tout cas, ça a bien pris dans le sud. Oui, Ouais, tout à fait. C'est flagrant. C'est assez fou. Il y a eu un petit pôle. Ouais. On va faire appel aux voisins, peut-être. Non. Ou justement, faire une réaction, réajuster au nord, tu vois. L'Est, Nord. Je me dis que ça peut peut-être faire ça. Une vision géographique, leur dire, bah, et vous, quoi. Je sais pas. Merci, quoi. Alors, après tout ça, on va venir quand même sur ce qu'on fait avec Vitam. Et donc, ce sur quoi on a travaillé en 2025. Alors, résumé à grosse maille et de mon point de vue. Donc, je ne suis pas certaine, d'ailleurs, on pourrait presque faire l'exercice, on va peut-être manquer de temps, mais de demander dans la salle les 3 axes de travail. Si on les résumait, moi, j'ai résumé autour de améliorer la collecte. Donc, vous verrez qu'il y a un énorme travail de fait autour de cette notion de module de collecte. Répondre de manière globale aux demandes des utilisateurs qui amènent, voilà, comment on peut répondre à des besoins. Parfois, pour info quand même, je vais préciser, on répond en disant que on pense que c'est pas possible. J'ai un exemple en tête, c'est la visionneuse. Bah, il y a un besoin, mais on a fait une étude et Pas pour l'instant, c'est pas compliqué. C'est trop compliqué pour l'instant d'avoir, si je reprends l'exemple de la visionneuse, d'avoir un outil satisfaisant qui n'alourdisse pas trop le Vitam en tant que tel et qui permette d'être sûr de vous proposer une visionneuse en mode audio-vidéo, Tout format et toute version. Tenir dans le temps. Et toute version en plus, sans avoir un outil qui, le temps de charger tout ça, c'est la maintenabilité qui était compliquée. Ouais. Et puis, parce que j'en ai pas parlé, c'est quand même un axe fort, initier ce qu'on a appelé le service mutualisé d'offres froides. J'ai peut-être lancé un concours, puisque moi je l'appelle le SMOF, et on m'a dit que c'était très moche, ça me faisait penser au smog, j'entends. Moi, ça me faisait rire. C'est vraiment. Le service mutualisé d'offres froides, c'est proposer un service opéré par l'INA, enfin avec l'INA et le programme Vitam, d'offres froides, c'est-à-dire d'offres de gros stockage des données sur bande magnétique. On est en train de travailler avec l'INA, justement, pour... il y a des aspects quand même matériels, hein, de baies de stockage, de portes de protection, de choses comme ça, pour que après, au moins pour VAS, les archives nationales et le ministère de la Justice, leurs données soient conservées sur un stockage supplémentaire qu'on appelle donc offre froide, qui offre une meilleure résilience en cas d'attaque informatique, mais également des conditions économiques intéressantes. Et puis, le troisième argument qu'on a, c'est l'écologie, parce que c'est plus écologique quand même, ce service mutualisé d'offres froides, que tout mettre dans le cloud en répliquant je ne sais combien de fois. Puis en plus, le monde nous offre plein d'exemples, puisqu'en Corée du Sud, il n'y avait pas de réplication, et surtout pas de réplication d'offres froides, et qu'ils ont perdu énormément de données au mois de septembre, si certains veulent s'intéresser à ce sujet. Donc, je n'ai pas d'autres informations sur le service mutualisé d'offres froides, mais nous, c'était quand même un axe de travail fort qui sera mis en œuvre concrètement et de manière, en production en 2026. Et là, on arrive aux nouveautés de Vitam. Alors, j'ai séparé entre la version 8.1 et la version 9.0, puisque au printemps, début d'été, on a proposé la version qu'on appelle donc 8.1. Que là, on est en train de finaliser ce qu'on appelle la version 9.0 de Vitam. Ouais. Juste il y a un utilisateur qui demande, enfin qui dit plus de son plus de sous. Donc ça m'inquiète un tout petit peu. Merci Marion de la question. Juste pour vous ou tout le monde, oui. Que les autres nous entendent. Ok. C'est propre à la personne que ça semble. Ok. Merci. Donc les nouveautés, donc oui, la 8.1 et donc juste après la 9.0, il y aura un focus module de collecte et technique. Alors c'est très résumé évidemment puisque quand c'est moi quand je parle, j'essaye de moi comprendre et de résumer là où parfois nos fonctionnalités sont sur des ajouts maintenant de valeur, sur des fonctionnalités déjà existantes. Évidemment, après 10 ans d'existence, Vitam a déjà couvert énormément de sujets. Donc, on est sur des sujets qui peuvent paraître micro et qui, en même temps, nous font un effet waouh quand on les voit et qu'il faut qu'on vous explique. Donc, j'essaye de trouver la bonne formulation. Je ne suis pas sûre que mes camarades soient toujours d'accord avec les formulations, mais on essaye de le faire tout ensemble et c'était en plus un support commun qu'on avait, que j'ai repris. Alors, en particulier, on a commencé avec ce qu'on appelle l'ajout de facettes pour les référentiels. Qui peut donner lieu, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas tout de suite implémenté, la fonctionnalité existe et on va pouvoir après, selon les besoins et les envies et les priorisations,
proposer de la visualisation des compteurs, des agrégations de données sur tous les référentiels de Vitam. Le cas pratique, c'est d'avoir le nombre de services producteurs de versements par service producteur de manière visuelle, par exemple. C'est très basique comme exemple, mais voilà, ça peut donner lieu à des choses qui permettent d'avoir un centre d'exploitation, un centre de contrôle de l'usage de la plateforme visuelle, en particulier. N'hésitez pas, les filles, là c'est votre partie aussi, donc à me faire signe si vous voulez d'autres exemples. Service back-office, et si jamais vous avez des besoins spécifiques pour afficher en front office, il faudra le signaler en Moscou. Les ateliers de priorisation pour nos utilisateurs. Non, parce que Moscou. C'est vrai. Si vous avez une question sur Moscou, c'est les camarades qui répondent dans le chat. On a la possibilité maintenant, enfin, on améliore l'outil entre applications, c'est-à-dire que du fait de notre organisation et du développement des écrans, on avait des applications qui ne dialoguaient pas en direct ensemble, c'est-à-dire qu'on n'avait pas toujours des liens directs entre les entre les différentes parties des applications. Je pourrais vous le montrer rapidement tout à l'heure. Et donc maintenant, on peut avoir des liens directs et cliquer sur un lien qui nous renvoie à une autre application. Dit comme ça, c'est pas grand-chose. Nous, ça permettait une grande facilitation de navigation entre les applications. On a fait un travail aussi sur les audits. On a différents types d'audits, audit de cohérence et d'intégrité, audit d'existence. Au fur et à mesure que les plateformes se remplissent, en gros, les audits sont de plus en plus lourds à lancer. Donc, on a en particulier pour cette raison, lancer la possibilité de faire des sélections sur les audits avec différents critères par service producteur, par rattachement, par entrée, par période. Enfin voilà, donc on multiplie maintenant la possibilité de lancer des audits qui sont fortement conseillés pour tous les utilisateurs de manière régulière, avec différents critères. Ça permet en fait, en fonction de la structure des archives dans le SEE, de lancer des campagnes d'audit et d'affiner aussi sur des dates. Pour être sûr si jamais vous avez trop de volumétrie. Et puis sur les services producteurs on avait, je dirais de manière très à plat, notre référentiel des services producteurs, c'était un identifiant, un nom et une brève description. Et bien maintenant, vous pouvez accéder à une notice étendue, la remplir. C'est très drôle, j'ai essayé de le faire avec les étudiants de l'université d'Angers il y a quelques jours, et il y avait quasiment trop de critères maintenant pour qu'ils puissent se remplir de manière détendue. Mais voilà, maintenant, vous avez la possibilité d'avoir plein d'informations sur vos services producteurs grâce à cette version 8A. Sur la version 9.0, alors, on a partout maintenant le CEDA 2.3. Il nous restait quelques points à voir en CEDA 2.3. C'est le cas maintenant partout. On peut, donc c'est là où on parle de l'arborescence virtuelle. Je vais repartir peut-être du cas d'école. En particulier avec des dossiers individuels d'agents, on s'est aperçu que les dossiers étaient eux-mêmes organisés en sous-dossiers, sous-sous-dossiers, il y a de nombreux niveaux, et qu'en gros, il n'y a pas de valeur réelle à ces sous-dossiers, sauf une organisation purement, alors intellectuelle même pas, une organisation des documents. Mais la notion de dossier ou de sous-dossier, quel que soit le niveau, ne portait que très peu d'informations. N'avait qu'une valeur de j'ai besoin de retrouver mes petits et de les classer correctement, mais le dossier en lui-même n'a aucune valeur réelle, ne porte aucune information en tant que telle. Par contre, il alourdit le système, puisque ça veut dire que pour classer 3 documents, il y avait peut-être 3-4 niveaux d'organisation au-dessus, et que nous, archivistes, on aime bien cette organisation très claire par dossier, sous-dossier, etc. Et que, à l'inverse, ça alourdit l'outil. Donc, pour répondre à ça, quand même, rassurez-nous, archivistes, en disant c'est bien organisé, on voit tout ça. On voit où c'est classé, comment c'est organisé. L'équipe a travaillé sur ce qu'on appelle donc l'arborescence virtuelle. Et donc, avec cet affichage de l'arborescence virtuelle. Et voilà. Comment vous voulez l'expliquer, vous? Parce que moi, je l'explique comme ça. Si souvent, dans des cas où on a toujours la même structure de classement, c'est aussi pour ne pas répéter, parce que les dossiers agents, c'est aussi de ne pas avoir même financièrement, quand on paye l'unité archivistique, de ne pas avoir répété toujours la même organisation et de l'afficher rapidement. Fonctionnellement, c'est juste dédier une métadonnée du CEDA
au fichier qui doit être classé dans un dossier sous dossier virtuel et il va afficher le chemin qui le rattache à son vrai parent. Donc on peut jouer facilement, c'est finalement assez facile à organiser. Et Aurélie Facon nous dit on va utiliser le plan de classement virtuel pour le dossier comptable de l'agent au ministère de la Justice. Bah voilà, c'est l'exemple typique. Merci Aurélie. On a tout un sujet autour de l'ontologie. Et vous allez voir passer Rawa, notre recetteuse, qui vient peut-être prendre, vous saluer. Peut-être prendre des sucreries, c'était l'objectif. Donc on a tout un travail autour de l'ontologie qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, n'était pas en application utilisable par tous les utilisateurs. Maintenant, c'est le cas. Avec donc tout un travail autour de ces vocabulaires externes et du schéma, des schémas associés. Donc, on a maintenant la possibilité en tant qu'utilisateur d'utiliser, soit en mode gestion, soit en mode consultation, cette application d'ontologie. Évidemment, c'est pas tout le monde qui l'utilise, mais c'est un besoin exprimé par des utilisateurs. Pourquoi c'est pas tout le monde? Parce que les extensions de vocabulaire, c'est pas, il faut le faire avec parcimonie. Et puis que l'ontologie était parfois gérée plutôt à un niveau d'administration ce qu'on appelle le tenant, le coffre, ou même de la plateforme. Mais il y avait un besoin quand même de le mettre à disposition de tous, donc au moins en consultation, que les gens puissent se rendre compte de ce que ça veut dire. Et puis, eh bien maintenant, nous avons des sélecteurs. Pour ceux qui utilisent quand même, qui connaissent l'outil, c'est génial. Alors là, je parle parce que j'en avais un peu... voilà. On a la possibilité de faire appel directement maintenant au référentiel, par exemple les services agents ou les règles de gestion. On a la possibilité d'aller... on n'a pas besoin d'aller chercher avant l'identifiant du service versant ou de la règle de gestion, par exemple. On peut aller directement le chercher et ça appelle l'application d'à côté, le référentiel qui est présent sur le SAE. C'était vraiment historiquement lié au fait qu'il y avait plusieurs organisations qui ont développé les applications et que donc ce dialogue entre applications n'était pas inné. Et donc voilà, au fur et à mesure, on couvre ça et on améliore la navigation entre les différentes applications. Donc ça, c'était pour la version 9.0. Maintenant, un petit focus sur les aspects techniques. Julien, j'espère que tu ne m'en voudras pas de résumer ainsi les sujets. Tu pourras préciser. Non, pas crier, préciser. On a fait tout un travail autour de l'antivirus, qui est maintenant géré comme un composant à part et qui est donc appelable par différents services. Ça veut dire quoi? Au tout départ, l'antivirus, alors je le reprécise, on en fournit un, mais il n'est pas conseillé en production. On est d'accord? Oui. Voilà. Mais on en fournit un pour faire des tests, mais à vous de voir. Parce que ça se paramètre un antivirus, évidemment, sur jusqu'où vous voulez laisser passer les choses ou verrouiller les choses. Il était uniquement associé à la partie qu'on appelle, nous, d'entrée. Or, maintenant, avec le module de collecte, on a besoin d'élargir cet appel et cet usage. Et donc, il a été mis dans un composant à part pour imaginer des usages différenciés et être appelables par différents services. Au niveau des opérations qui sont en cours sur... pour VAS, on a un antivirus. Oui, et c'est même pas le même que justement celui qu'on fournit avec C'est-à-dire qu'on en fournit un qui est open source avec Vitam, le logiciel Vitam qui est téléchargeable par qui veut se confronter au logiciel Vitam, qui s'appelle ClamMAV en libre. Et nous, dans Vitam accessible en service, on paye un antivirus qui est Avast, pas d'erreur, et qu'on a configuré, non, je suis perdue, je sais ce que je commande des fois, et qu'on a configuré, et qu'on configure d'ailleurs avec l'aide des utilisateurs sur ce qui est acceptable ou pas, puisque vous pouvez avoir des antivirus qui vous signalent des compression bombs, là où il n'y en a pas du tout, et qui vous bloquent des versements. Donc régulièrement, il y a tout un travail avec les utilisateurs pour dire, ça c'est bloqué, est-ce que vraiment tu confirmes qu'il faut que l'antivirus les bloque, ou est-ce qu'on peut laisser passer, parce que ça vient d'un service public et d'un système d'information déjà validé, donc oui, VAS est bien fourni avec un antivirus. Donc oui, sur les opérations en pause ou en erreur, on a amélioré la notion d'alerting et d'être prévenu sur ça. Et même au-delà de ça, d'ailleurs, on peut maintenant les bloquer et avoir une action sur les actions, pouvoir agir, sur les actions incohérentes ou les opérations en pause ou en erreur pour les exploitants. C'est pas lié à des usages plutôt archivistes, je dirais. Rien à redire.
Et puis, à chaque fois, l'équipe est évidemment mobilisée. Alors, je l'ai mis parce que quand même, ça prend du temps et c'est une composante importante de la partie technique. C'est un outil comme celui-ci, il y a des montées de version très régulières. C'est-à-dire que chaque nouvelle version, il y a des montées de version sur les composants, sur les librairies qui sont utilisées et appelées. Et puis, sur les griffons. Alors, pour rappel, les griffons, ce sont les petits ou pas petits, mais les outils embarqués dans Vitam et qu'on peut d'ailleurs rajouter si des utilisateurs souhaitent développer de nouveaux griffons, l'idée est de pouvoir les embarquer, qui vont permettre sur de la préservation sur le temps long, de faire des transformations de format et d'avoir une action qui associe et préservation et accès dans le temps sur des données qui pourraient être dans un format qui deviendrait illisible. Et là, vous vous dites, je voudrais quand même garantir l'accès et donc faire une montée de version, ou pour des raisons de sécurité, faire une montée de version, évidemment en garantissant la valeur probante. Nous, c'est ce qu'on appelle les griffons. Donc actuellement, on en a 3, me semble-t-il, des griffons. Un qui est dédié aux outils, au format LibreOffice, un sur les images et un, là je me suis un peu avancée en disant 3, un sur les images, le troisième aussi. Oui, on en a plus que ça en fait. Ah. 8 en total. 8 au total. Oh, j'ai Au cru. total. On Bon, vient de les tester. Après, on n'a peut-être pas monté tout. Pour les 8. Non, mais régulièrement. Et la reste en 0, mais on a. Ouais, régulièrement, il y a les montées de version. Je savais pas qu'il y avait 8, je pensais. Il y en a qui font de la validation, Ah oui, ceux-là. format, d'identification de format, l'extraction de métadonnées. C'était ceux qui faisaient l'extraction de métadonnées. Voilà. Donc c'est une composante importante des aspects techniques à chaque nouveauté. Alors, sur le module de collecte, j'ai essayé de séparer parce que sinon je remplissais toute la diapo. Et puis surtout après, je vais faire une démo. Sur le module de collecte, donc dans l'ordre un petit peu peut-être, on peut maintenant avoir une action sur donc le module de collecte. Je vais repartir de la base, pardon. L'idée pour un service versant ou un flux applicatif est de proposer un versement qui ne soit pas formalisé en CEDA au départ. C'est-à-dire que c'est un dossier bureautique à peu près rangé quand même. On prend pas, le but n'est pas de faire rentrer tout le vrac ou de sélectionner les données nécessaires et vous les poussez vers Vitam dans ce module de collecte. Évidemment, la notion de CEDA à ce moment-là n'est pas prise en compte. Donc, on a maintenant une action sur les métadonnées, en ajout de métadonnées. On peut aussi poser des règles de gestion, en particulier grâce au JSLT. Et là, si vous avez des questions, Mathilde ou Isabelle et Marion vous répondront, parce que le JSLT, voilà, c'est pas mon truc. Mais donc, on a et ça, je vais vous montrerai par contre, un moyen d'ajouter, normaliser les métadonnées attendues, puisque évidemment, c'est pas ce qu'on attend du service versant. On peut l'attendre d'un flux applicatif, mais sur le service versant, il ne saura pas exactement ce dont vous avez besoin. Il peut en manquer quelques-unes ou que ça ne réponde pas aux besoins du service archive. Donc ça, c'est une des actions fortes qu'on a menées sur l'année sur le module de collecte. On peut aussi, puisque l'idée est qu'un service versant, si je reprends cet exemple-là, propose des versements qui seront ensuite discutés, dialogués avec les services archives pour être pris en charge dans le SAE. On a maintenant la possibilité d'agir sur les informations du projet de versement et de le modifier si, par exemple, la contextualisation n'est pas la même, puisque vous le verrez. Le but, c'est que le service versant indique que ce qu'il souhaitait verser, il pense que c'est des archives privées, or pas du tout, c'est des archives publiques, et que c'est une dation, alors que pas du tout, c'est un don. Donc ça, il y a des moyens d'agir sur ça, et puis de le rattacher au bon niveau dans l'arbre de positionnement, donc le cadre de classement en gros chez Vitam, et de modifier ces informations. N'hésitez pas à le faire. On a également, et ça c'est une grande nouveauté, pour l'instant ce n'est que dans le module de collecte, plutôt en version bêta, la possibilité d'avoir une remontée des erreurs. Pour ceux qui connaissent Vitam et les SIP en général, vous faisiez un versement, il y a 32 étapes qui sont à franchir avant que le versement soit OK. Donc dans les 32 étapes, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur. Et Vitam vous disait il y a une erreur, mais il disait l'erreur, c'était peut-être l'étape 5. Et puis vous refaisiez, vous modifiez, parce que c'était dit clairement ce qu'était cette erreur en étape 5, vous modifiez tout ça, mais peut-être que finalement, une fois que vous refaites le versement, il y avait aussi une erreur en étape 8. Et ça, vous ne le saviez pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une notion de prédiction des erreurs qui allaient vous arriver. Il y a un rejet dès qu'il y a une erreur. Dès qu'il y a une erreur. Et potentiellement, sur les étapes suivantes, il y avait aussi des erreurs. Donc là, on travaille parce qu'on a vraiment entendu le besoin, et on l'a aussi, nous, quand on fait nos tests, la notion de pouvoir lister, cumuler les erreurs qui vont être rencontrées par le versement proposé.
Donc, on en est au début, puisque vous vous rendez bien compte qu'avec 32 étapes en entrée de Vitam, il faut lister 32 erreurs. Et au bout du bout, on ne peut pas juste lister les erreurs, on aimerait aussi pouvoir proposer la résolution de cette erreur dans l'outil, plutôt que de vous dire, voilà, à vous de jouer maintenant. Non, c'est aussi de dire, voilà, pour cette erreur-là, on peut vous proposer une action. Donc là, on commence à le faire en même temps. Je vais apporter quelques précisions parce qu'on ne va pas cumuler toutes les erreurs. On s'est focalisé sur quelques-unes des 32 étapes, c'est moi tu les as comptées. Ouais. C'est surtout les étapes qui concernent les erreurs des unités archivistiques, des archives et des objets. Je pense notamment au contrôle antivirus qui était très douloureux au départ parce qu'on avait juste une erreur au contrôle antivirus. Maintenant, on est capable d'identifier les objets en problème d'antivirus dans le module de collecte. Merci. Merci beaucoup, Marie. Je fais une pause. Quelqu'un peut ouvrir. Il fait beau derrière nous. Merci beaucoup. Nouvelle nouveauté également sur le module de collecte. On peut effectuer directement des traitements sur les archives proposées, alors même qu'elles ne sont pas encore dans le système d'archivage électronique, parce que vraiment le module de collecte, il n'y a pas d'enregistrement à ce moment-là encore des données. Et donc, on peut ajouter ou supprimer des archives, même à l'étape de proposition, réorganiser les arborescences dans ce module de collecte. Voilà. Ça, c'était une nouveauté également sur l'année. Et commencer à créer des dossiers virtuels. Oui, c'est ça, dès cette étape de module de collecte. On peut également avoir... ça, c'est quand même une grande nouvelle. Donc, l'idée du module de collecte, c'était donc de verser du bureautique non préparé CEDA, je le résume ainsi, par exemple, ou ça marche aussi pour les flux applicatifs, et puis de le verser ensuite dans Vitam. Sauf qu'on sait aussi que y a un besoin qui pourrait être de récupérer le SIP à leur constituer, puisque ça peut être l'intérêt. Pour certains, parce que ce que je n'ai pas dit tout à fait, c'est que pour nous, le module de collecte a vocation, au bout du bout, et je ne m'engagerai pas sur le nombre d'années qu'il nous faudra pour ça, à remplacer ROCIP. Donc, une des fonctionnalités de ROCIP, c'était de proposer cette transformation des archives en SIP. Et donc, là, un des avantages pour ce module de collecte, c'est que ça y est, vous pouvez maintenant récupérer le SIP avant même le versement dans Vitam. Je l'ai fait ce matin pour préparer, je ne sais pas si j'arriverai tout à l'heure à vous le faire, mais je l'ai fait ce matin et je me suis dit, waouh. Donc, si je fais un peu preuve de commercial, de mauvaise foi, je ne sais pas comment l'exprimer. On peut très bien imaginer un utilisateur qui utilise le module de collecte, imaginons sur l'environnement partenaire, pour une volumétrie petite, on n'est pas sur, je le redis, sur des tests de perf, sur de la donnée pas engageante non plus et pas personnelle, et puis qu'il fasse son versement, qu'il prépare son versement et qu'il récupère son SIP en sortie, puis qu'il l'envoie ailleurs, dans un autre SAE. Ou évidemment dans un autre SAE que celui sur lequel il l'a fait, puisque on peut imaginer des usages entre systèmes d'archivage électronique, même basés sur Vitam d'ailleurs. Ça existe aussi, on a des cas comme ça. Voilà, donc ça c'est une des grosses nouveautés qu'on montrera tout de suite après. Et puis sur une des dernières nouveautés, mais qui sont très résumées, parce que vraiment le module de collecte c'est plus riche que ça, je peux accéder donc pour... cette notion aussi justement de SIP, c'est lié des SIP qu'on peut extraire et imaginer les envoyer dans un autre SAE. Pour ça, il faut pouvoir utiliser des référentiels qui ne sont pas ceux de Vitam. C'est-à-dire que vous faites appel à vos référentiels qui sont présents dans Vitam en appelant les informations par les sélecteurs, mais on peut aussi utiliser des identifiants de référentiels qui ne sont pas ceux de Vitam et donc demander à ce que ça soit paramétré pour être utilisé dans un autre SAE. On peut déconnecter pour saisir directement. Oui, tout à fait. Quand on n'a pas une connexion invitable. Voilà. Et là, je passe au partage d'écran. Pour essayer de vous montrer tout ça. Je vais prendre... Alors, vous allez voir tout mon écran. J'espère que tout se passera bien. Pour vous montrer au maximum. Il y a des histoires de mots de passe, des choses comme ça. Alors, je vais commencer. J'ai mis aux couleurs de Vitam. Ça, je sais faire. Nettement plus que le modèle de collecte. Si un jour vous avez besoin de mettre de la tapisserie sur votre tenant Vitam, n'hésitez pas. Donc là, c'est un profil que j'ai appelé Père Noël qui n'a pas accès à beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand il se connecte, je pense pas avoir
quand il se connecte, il n'a que quelques applications qui lui sont autorisées, puisque c'est un profil qui est plutôt dédié à des versements et qui n'a pas vocation à être archiviste et à avoir des actions type archiviste. Donc, en gros, il a 3 applications qui lui ont été octroyées. Collecte et préparation des versements, dépôt et suivi des versements, recherche, consultation et gestion des archives. Et même là, en gestion, consultation et gestion des archives, sur cette application recherche, consultation et gestion des archives, il n'a pas accès à grand-chose, puisque sur l'arborescence, il y a une position. Alors, oui, je le sais, et vous le verrez tout à l'heure quand je me connecterai sur un autre compte, mais il n'a pas accès à grand-chose. Et surtout, il n'a pas beaucoup d'actions qui lui sont proposées, puisque là, il ne peut rien faire. Voilà. Donc, en action secondaire sur le SAE, ça reste évidemment très limité. Voilà. Donc, il peut consulter des informations, télécharger le document, là aussi, c'est s'il a le droit, mais ça reste limité à quelques applications et pas plus. L'idée pour lui, pour ce Père Noël, quelques informations, celle-ci est obligatoire. Il va proposer un versement. Donc, il va proposer, donc là, moi, je suis plutôt sur des versements manuels. Pour avoir des cas de versement automatique, il faut rentrer au club utilisateur et voir les multilatérales de mes collègues. Je donne un petit nom, ça va donner envie. Je vais utiliser pour ça les références du SAE local et puis on va aller proposer un versement que je vais appeler versement lutin. Et puis je vais donc appeler le service producteur et c'est là où on a quand même, pour ceux qui avaient déjà vu évidemment un effet waouh, au moins pour moi, puisqu'on a donc là les sélecteurs. J'ai créé un service producteur Père Noël. Je veux dire que c'est le même service pour le service versant. Du côté du service archive, c'est Vitam qui va le récupérer. C'est pas le cas, puisqu'on n'est pas au service archive. Mais... Hop. Je vais aller chercher le contrat d'entrée qui va bien. Et puis, le Père Noël, il va se dire, non, je n'ai pas de profil d'archivage. Par contre, j'estime que c'est du protocole sur des archives privées. Et il va choisir son type d'import. Donc là, sur le type d'import, on a maintenant 3 possibilités. Des fichiers bureautiques basiques, plus ou moins organisés sur son arborescence, un dossier compressé et un import de paquets d'archives. Et c'est là où on a la possibilité d'avoir la liste des erreurs en particulier. Et vous voyez que c'est en notion de bêta. Là, si je vais chercher des dossiers sur mon outil, j'ai fait un dossier Noël lutin. Je m'arrête là. Je l'importe. Je prends en charge. Et il est un peu cohérent. Il a mis que c'était archives privées. Il va mettre ça sur archives privées. Ah j'adore cet état des mots. J'ai fait une erreur quelque part. À trop vouloir jouer avec les profils et comme je ne les maîtrise pas. L'app que tu as mis. Ouais. Mais normalement. Il y a un problème d'app de droit. Je pense pas parce que normalement, tu ne devrais pas avoir une erreur. J'adore cet effet. Le Père Noël, il est bien embêté. L'app que tu as dit obligatoire, c'est pas l'app profil paramétrage externe, mais c'est l'app paramétrage externe. Il y est pourtant. Ça dépend ce qu'il n'y a pas. Oui, c'est ce que j'ai voulu créer les profils. Oui. Et donc, il manque celle-là. Peut-être, mais je pense pas que ça bloque. Merci. Bon, alors on va se connecter sur les droits de la personne, de l'archiviste, pour aller voir quelle erreur elle a fait, pour comprendre ça et essayer quand même de montrer des choses. Puisque ce matin, ça fonctionnait. Oui. Non, mais j'ai joué à. J'ai essayé de faire la maline en jouant à des droits, en me disant, allez. J'ai aussi joué c'est confiante. Ouais, mais je maîtrise un peu moins, nettement moins même. Alors, on va d'abord aller voir tout de suite cette histoire de droit. Et puis après, on repasse à la démo. On en est désolé, vous voyez comme ça toute la machinerie derrière. Je crois que c'est service versant. Pas je crois, c'est service versant. Et donc, il va lui manquer. Paramétrage externe. Tu penses qu'il n'y est pas? Oui. Ouais. Je ne sais pas, il y a plein de coffres, les filles. Ne me dites pas oui. Non, 36, il y est. 36, il y est. 36, il y est. Mais peut-être qu'il y a un profil associé. Je vais essayer d'envoyer quoi? Non, un dossier classique constitué exprès pour l'occasion. C'est moi, je sais que je me trompais un peu avec la liste qui est nouvelle. Parfois, je pensais envoyer un SIP et c'est bien ça, le classique. Je cliquais pour envoyer un SIP. Bon, on va passer à autre chose parce qu'on ne va pas vous développer en direct. On va passer sur un profil qui a tous les droits. On cherchera tout à l'heure. Alors, on va repasser sur un profil plus classique. Dans collecte et préparation des versements tout de suite. Et là,
Déjà, non, je vais vous montrer recherche et consultation, gestion des archives pour vous montrer qu'il avait des droits restreints. Puisque là, si je fais une recherche, ah bah non, mais j'ai très très mal paramétré ça, parce qu'il y avait la même chose. Oh, j'adore. Non, Bon, allez, privé, il n'a pas accès. il n'y avait pas accès. Archive publique. Alors, j'ai préparé hier et ce matin des versements. Celui-ci, celui qu'on a fait ensemble. Donc déjà, vous pouvez, en cliquant dessus, aller voir des informations, est-ce que c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, modifier les éléments de description et de ton contexte si jamais le service versant vous a proposé quelque chose qui ne vous satisfait pas en termes d'informations, de contexte sur ce versement. Mais vous pouvez surtout aussi aller voir les archives et accéder à la liste des versements du projet. Ah oui, c'est normal, c'est le versement qui a des erreurs. Oui. Et là, justement, vous vous dites, donc il est en erreur, c'était indiqué en erreur, et vous pouvez aller chercher, pardon, dans le module, la partie recherche, pardon, les archives avec erreur, lancer la recherche, donc je diminue la taille de mon écran, je pense. Ouais. Et puis le vert, waouh. Il est bien. Ouais. Et donc, là, vous avez donc les archives qui sont indiquées avec erreur. Alors, celle-ci, c'est la simple, par exemple, il n'y a pas de titre. C'est ça. Il y en a d'autres que tu sais déjà où c'est intéressant que je montre. Je crois que le 1, il y a un problème au niveau des objets. Alors, on vous le signale dès le début. Non, c'est pas le 1. C'est pas le 1. Oui, il y a une incohérence sur les règles de gestion. Donc, vous voyez, là, c'est indiqué là maintenant en bas, ce qui n'existait pas avant. Vous avez la possibilité de voir tout de suite une information sur les erreurs remontées. Donc là, il existe une ou plusieurs erreurs sur les métadonnées techniques ou sur les objets. Et on peut avoir des précisions, voilà, et avoir les informations sur les objets, échec de la vérification de l'empreinte du fichier. Voilà. Et sur les règles, si tu vas sur l'onglet règles, puisqu'il y avait aussi des erreurs. Non, sur le reste. C'était cette archive-là? Non, ouais. Ouais, c'était l'autre archive. Oui, non, mais ce qu'il te dit, c'est que tu as essayé d'intégrer dans. Non, la 2. La 2, pardon. Ouais. C'est qu'il te l'a mis dans le premier onglet, que tu as mis une règle de communicabilité qui est incohérente. En fait, c'est une règle de DUA que tu as mis dans la catégorie de communicabilité. Donc, il va falloir que tu changes tout ça. Qu'on modifie. Voilà. Avant de verser. Voilà, donc ça, c'est la notion dont on vous parlait tout à l'heure, d'avoir maintenant des remontées d'erreurs au fur et à mesure. Je n'ai pas joué à importer un virus, parce qu'ils m'ont proposé un SIP avec virus. J'ai dit non, je vais éviter ça. Mais on a donc plein de cas de tests possibles pour avancer sur cette remontée des erreurs qui correspondaient aux besoins des utilisateurs. La possibilité de modifier et d'ajouter par exemple des métadonnées. Alors je ne sais plus, je suis perdue dans mes exemples. Maintenant qu'on a eu des effets bug, ça me perturbe. Je ne sais plus si j'ai là. Non, c'est déjà versé. Bon, et ben on va préparer un projet de versement. Si je suis joueuse, je reprends le même versement que tout à l'heure. Et si je vais poser des questions, je vais finir par arrêter la démo avant d'avoir trop de questions. Ah, Marion et Paulina ont répondu. Et répondre, ah bah, magnifique. Eh ben, je vais reprendre, s'il vous plaît, un problème sur ça, Et du coup, pour la question, quel était le troisième import, on va revenir dessus. Là, on va revoir le sélecteur. Et c'est l'import d'un paquet d'archives. Ah oui. Marion l'a bien détaillé aussi en commentaire. Donc oui, c'est ça les trois possibilités d'import. Donc dossier, fichier, j'avais bien cliqué là-dessus. Oui, c'est une arborescence de dossiers de fichiers qui peut être accompagné d'un fichier metadata qui va porter l'ensemble des métadonnées descriptives ou de gestion. On peut avoir le même type d'import dossier-fichier accompagné ou pas d'un metadata, mais IP, ça permet en fait d'importer une plus grosse volumétrie. Donc ça facilite. On n'a pas encore obtenu tout ce qu'on veut en performance, mais je crois qu'on a au moins doublé la possibilité d'importer et l'import de paquets d'archives d'un SIP. C'est ce que vient de vous montrer Alice. C'est là où on est en train de gérer les erreurs. Je peux rechercher un SIP. Bah, oui, à part si
C'est ce que tu viens de montrer. Ouais. C'est Oui, je vais éviter de me faire un effet. voilà. C'est si vous avez préparé un SIP et que vous voulez poursuivre, vous pouvez l'importer. On n'intègre que les données, les métadonnées, les données du SIP. Tout ce qui est métadonnées d'entête sont reprises de ce que vous renseignez dès le départ, entre contexte et description, les étapes 1 et 2. Mais je pense que oui, l'import d'archives, c'est ce qu'on gère depuis un petit moment. Je vais reprendre mon dossier bulletin qui passait hier. Retenter sur une position. Et ça marquait ce matin. Bon. Alors. Non, c'est une arborescence. Ah ouais, si, j'ai autre chose. Parce que ce matin, ça passait. Je peux même vous montrer un des versements qui fonctionnait. Je ne sais plus, ça devait être que j'en ai fait donc hier soir et ce matin. Les tests. Ouais, mais j'ai pas changé là-dessus. Celui-ci est versé. Je pense pas. Celui-ci n'est pas versé. Parce que l'idée, et c'est un des projets, parce que je voulais finir, mais je vais le faire maintenant, mais sur quoi on travaille, et en particulier sur ce module de collecte, c'est aussi justement de provoquer l'échange entre le service versant, service producteur et le service archive, et en particulier par une modalité de dialogue, quelle qu'elle soit, qui peut être évidemment basiquement mail ou téléphone, mais qui pourrait être intégrée dans l'outil, avec une notion de chat ou de petite box de dialogue entre les différents acteurs pour se dire, bah, OK, là maintenant, les archives telles que tu me les as proposées, je suis d'accord pour les prendre en charge. Ou bien à l'inverse, je veux mettre à jour les métadonnées et en ajouter. Et alors, avant de faire ça, je vais regarder si je n'ai pas déjà fait ce test. Si j'ai tout ça en métadonnées, c'est que j'ai déjà ajouté mes métadonnées sur cet exemple-là. Si tu... Pardon, ouais, je répondais une question. Pas de souci. C'est l'exemple qui nous permet d'ajouter des métadonnées. Donc, j'ai déjà fait le jeu, mais je peux vous le remontrer, de mettre à jour les métadonnées. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est que là, l'archiviste se dit, bah, OK, le service versant, il m'a proposé un versement, mais il va me manquer des métadonnées. Je vais, moi, à minima, soit modifier à la main, enfin, faire des ajouts et des corrections à la main, soit utiliser le fichier CSV pour aller rajouter des métadonnées. Donc, à ce moment-là, on peut aller chercher notre fichier de métadonnées qui va bien. Et puis avoir là le metadata CSV tel qu'on en a besoin. Évidemment, il y a un formalisme particulier, mais pour pouvoir avancer et le proposer directement après, et donc enrichir. Je vous montrerai le avant-après à la rigueur tout à l'heure, puisque là, c'est déjà un cas après. C'est-à-dire que je l'ai fait ce matin pour vérifier que cet enrichissement de métadonnées fonctionnait bien. Ce qui donne lieu là, enfin voilà, évidemment, dans l'onglet description, le niveau de description et l'intitulé avec un identifiant a été rajouté par ce fichier de métadonnées. Alors, si je peux vous le montrer. Non, ça, c'est rajouté systématiquement au niveau de description. Alors, je ne l'ai pas fait. Ah, tu penses? Je pense. Ah, donc c'est-à-dire que je peux le faire. C'est l'exemple que je peux prendre. Ouais. À l'import? Non, je ne peux pas le faire là-dessus. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est le niveau item. Enfin, tu sais, c'est le niveau macro. Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors je le refais. Je le refais, il n'y a pas de souci. Non, je voulais surtout vous montrer. On est trop nombreux. Je peux valider. Je vais surtout vous montrer ça quand même. Valider et vous le remontrer de bout en bout et verser. Et à ce moment-là, le versement est pris en charge et proposé. Et on va le voir dans plusieurs outils. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il passe. J'aurais dû faire le SIP. Je vais trop vite et je suis perdue maintenant. On va l'avoir dans dépôt et suivi des versements. C'est-à-dire que ce versement est passé du module de collecte à la notion de versement et d'entrée classique. Et là, on retrouve ce versement proposé ici dans le module, dans l'application d'entrée. Et on y retrouve le manifeste, l'accusé de transmission et le bordereau de versement, tel que classiquement attendu et qu'on peut avoir si on a déjà proposé un SIP déjà formalisé. Et puis, on va le retrouver également dans mon registre des fonds. Qui est là, et avoir ce versement que je viens de proposer et qu'on retrouve ici. Voilà, l'entrée, elle est complète, elle est en stock, voilà, depuis là, maintenant. Et tu avais ton petit lien aussi pour basculer de l'app dépôt à la recherche. C'est vrai.
Donc ça, c'était sur la partie dépôt et suivi des versements. Si je retourne sur collecte et préparation des versements, on va retenter. Bon, c'est le paquet que j'ai mal préparé. Allez, test direct, on appelait. Je vais toujours aller chercher mon petit service producteur, mon service versant. Hop, un contrat d'entrée. Je retourne sur mes fichiers et puis je vais en choisir un autre parce que pour éviter un bug ou je ne sais quoi. Hop. Ouais, il y a un truc sur mon dossier sans doute. Ok, donc là, c'est pris en charge et proposé en versement. Alors évidemment, comme je viens de faire le test en live, je n'ai pas de fichier metadata qui va pouvoir vous montrer comment je peux enrichir les Mais tu peux les informations. Mais on peut, tout à fait. Faut classer. Donc, on peut accéder aux archives, procéder, donc comme on disait, soit à mise à jour des métadonnées, soit même imaginer ajouter des unités archivistiques parce qu'on s'aperçoit, voilà, on fait ça sur plusieurs journées et on veut ajouter des informations. Et puis, sur les archives, en sélectionner certaines et puis dire, là, justement, moi, service archive, non, j'ai aucune envie de prendre ça en charge. Je vais ou supprimer ou même reclasser les archives. Donc, ça, c'est des fonctionnalités que vous avez. Et puis sur donc les unités en elles-mêmes, vous pouvez modifier les métadonnées, vous service archive et vous dire là il va me manquer des éléments et en description je vais mettre tata et enregistrer et aller faire les modifications qui me conviennent. Donc là évidemment je l'ai fait que sur quelques-unes. L'idée est que je valide et après je vais chercher mon SCP. On est d'accord jusqu'à là. Donc je vais prendre l'action de valider le versement. Et je ne vais pas le verser en tant que tel, je vais aller le récupérer pour récupérer mon SCP. Et là, vous avez la possibilité, donc vous avez un bouton d'action secondaire pour continuer à éditer ou à verser ou abandonner, accéder aux archives, mais vous avez surtout la possibilité de lancer le téléchargement du SIP. Et donc là, votre SIP est tel que vous l'attendez, avec le fichier content et les fichiers contenus, les 21 objets qui étaient prévus et qu'on pourra reprendre si vous voulez vérifier ce que je vous montre et qui fonctionne. Et ainsi que le manifeste tel qu'attendu. Donc tout ça sans que ça soit pris en charge directement dans l'outil à ce moment-là de Vitam, c'est-à-dire que vous n'avez pas la trace. À ce moment-là, il n'est pas du tout pris en charge dans le système d'archivage électronique. Julien a regardé. Il semblerait que mon premier essai, c'est parce que tu as un fichier vide. Je ne savais pas que j'arrivais à faire des fichiers vides. Non, c'est vrai, on a essayé une fois de faire des fichiers vides. Un fichier texte en ne mettant rien dedans. Oui, mais il est pas. En tant qu'informaticien, on me disait il n'y a pas de vrai zéro. Enfin, il me disait que ça ne peut être pas un vrai zéro. Eh bien, super, génial. Bon, voilà, vous voyez que ça bug sur les fichiers vides. Merci, c'est l'illustration par la démonstration. Donc, c'est l'illustration par la démonstration que les fichiers vides ne sont pas acceptés. Parce que je peux vous montrer en effet le fichier en tant que tel. Parce que oui, j'ai fait du copier-coller de bête en mettant plusieurs formats, mais avec du vide. Enfin, j'ai rien rempli. Ok. Tu vois les premiers. Ouais. Mais parfois, le chef, il me disait que ça ne pouvait pas être vide. Parce que c'était créé. C'est le premier qui a écrit. Donc voilà. Et si ça avait été pour l'instant, dans la version de Vitam actuelle, si l'import avait été fait par un SIP, l'erreur aurait pu être remontée. Et tu aurais pu changer. Donc voilà, donc votre SIP, vous l'avez téléchargé alors que vous étiez sur le module de collecte et que le versement n'est pas pris en charge dans Vitam. Donc ça, c'était une des fonctionnalités évidemment qu'on pouvait attendre de ReCIP et avoir ce manifeste. Et puis continuer à travailler et finir par le prendre en charge dans votre système d'archivage électronique.
est-ce que vous vouliez vous démontrer d'autres choses? Parce que là, moi, je suis un peu perdue dans la démo que j'avais prévue, mes effets bugs que j'avais pas prévus. Sinon, je continue et puis on posera des questions et si besoin. Ah non, je pense qu'on. La reconnaissance virtuelle. Non. Ok. Bah, moi, je me sens pas. Mais après, si vous voulez, Et puis, je sais pas si on te l'a configuré tu es sur quel environnement? partenaire. Ah oui. D'accord. Normalement, c'était. Bon, voilà, on va reprendre le fil. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'évidemment, c'est un côté un peu frustrant pour nous aussi de vous faire une démo qui ressemble à ça. Je vais reprendre le support si ça va bien. Donc après ces fonctionnalités, donc ces modules de collecte qui, alors là, je vous l'ai montré uniquement sur la partie versement manuel. Il y a évidemment tout ce qui est versement applicatif où les démos existent. Mathilde, Marion, Isabelle font des démos sur cette partie-là avec des préparations qui sont évidemment tout autres puisque pour pouvoir montrer le fonctionnement, pour pouvoir déjà paramétrer des requêtes et des dialogues API que je n'ai absolument pas mis en œuvre là. Hop. Avant de laisser le temps d'échanger, si vous le souhaitez, de poser d'autres questions, la partie, un petit peu un focus sur l'équipe quand même, parce que pour vous proposer tout ça, il y a une équipe. Alors j'avais pas tant de photos que ça cette année. Et en illustration, d'une part, notre présence au Forum des archivistes à Rennes. Ensuite, une photo un peu classique de fin de PI Planning où on prend l'équipe en photo pour montrer les 2, 3 jours, 4 jours de travail en commun. Et puis, parce que là, c'est la période où on a un calendrier de l'Avent où on a demandé aux équipes, aux membres de l'équipe de dire, voilà, Vitam a fêté ses 10 ans. Vous, quand vous aviez 10 ans, à quoi vous ressembliez? Voilà, donc c'est le calendrier actuel de l'équipe. Et cette équipe, comment elle est constituée? Alors, on en profite parce que pour une fois, on a une vision un peu générale de l'équipe. On a actuellement donc une équipe qui est mixte entre du personnel alors mis à disposition par les ministères, donc plutôt équipe interministérielle qu'on peut appeler, puis une équipe liée aux titulaires de marché, et tout ça est en équipe intégrée, c'est-à-dire qu'on accueille on est tout le temps ensemble. Là, j'ai pas fait le compte, mais on est presque moitié-moitié, je pense, dans la salle, à être ou équipe interministérielle ou prestataire. Ça ne change pas grand-chose à ce qu'on vit tous ensemble. Et puis, on a des profils et des axes de travail qui font qu'on a une équipe plutôt fonctionnelle, en plus de l'équipe DevOps, l'équipe Dev et l'équipe recette. Et là, actuellement, on est même au-delà de 2 recetteurs, puisqu'on est plutôt à 3 recetteurs actuellement. Voilà un petit peu ce que... Voilà. On ne sait jamais trop combien il y a de personnes derrière Vitam. Donc là, on atteint les 30. On va voir comment ça augmente ou ça se modifie avec Archifiltre et les années à venir, les périmètres qu'on souhaiterait adresser en plus pour le logiciel Vitam. Et puis, voilà, avant de vous laisser la parole et de poser des questions, d'ouvrir les micros, de dire aussi à l'équipe ce qu'ils veulent indiquer. Pour 2026, sur quoi on va travailler? Évidemment, il y a la poursuite de tous les travaux qu'on a pu mentionner sur les chantiers un peu longs qui vont nous impacter. En particulier, il y a la DITP en termes de chantier organisationnel un petit peu. Sur les chantiers fonctionnels, alors je pense qu'on peut encore parler du module de collecte, l'offre froide. Les services producteurs, on poursuit les choses puisqu'il y a peut-être des notions et des envies auprès des utilisateurs sur la hiérarchie relationnelle plutôt. La réattribution. La réattribution. Là, on va sur la réattribution. Ok. Relationnel, ça ne pourra peut-être pas venir tout de suite. Ouais. C'est plutôt une bande passante que de non-volonté. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une tout l'enjeu est de prioriser. Depuis plus de 5 ans, de pouvoir modifier un service producteur d'un ensemble d'archives qui sont rentrées en erreur. On a mal où. On ne savait pas à l'époque quel était le service producteur. Donc, c'est pouvoir revenir en arrière et réattribuer des archives à un nouveau service producteur. Merci Isabelle. Dans les axes forts, c'est évidemment toujours encore, et c'est en lien avec l'organisationnel, mais continuer à accompagner et soutenir. Alors, accompagner et soutenir, c'est vrai que j'ai peu parlé du ministère des Armées, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, qui traditionnellement historiquement sont là depuis 2015 à nos côtés et qu'on continue évidemment à travailler avec eux et aux côtés aussi de tous les utilisateurs qui peuvent être là en production ou en passe d'être en production ou alors en acculturation et en demande d'accompagnement et d'entraide. Voilà un petit peu pour les axes très majeurs et à grosse maille de 2026.
Je crois que vous avez posé des questions tout le long, mais n'hésitez pas. Je peux même prendre l'action de rouvrir tous les micros d'un coup et que si vous avez des questions, des commentaires, des envies de voir d'autres effets démo, eh bien, on peut se lancer pour d'autres effets démo. L'équipe, est-ce que vous voulez rajouter des choses sur les axes forts 2025 ou sur ce qui nous attend en 2026? Un grand tour déjà. Ouais, c'est vrai que j'avais. Finalement, ça prend pas tant de temps que ça. En même temps qu'il y a un effet démo comme ça. On peut continuer à vous montrer l'environnement quand même aussi. Si personne d'autre va. On est embarqué depuis quand même la 9.0 dans un chantier qui va nous poursuivre longtemps sur collecte et la gestion des erreurs. Comme l'a montré, on est en bêta pour l'import de SIP. On essaie d'harmoniser tout ça pour pouvoir le gérer, la gestion des erreurs dans tous les types d'imports. Ce qu'on a pu faire dans les types d'imports classiques, on peut aussi l'harmoniser sur l'import de SIP. Donc, on a ouvert beaucoup de choses qu'il faut qu'on maintenant on finalise. Voilà, on a ouvert un peu, on a mis beaucoup en chantier notre module de collecte. Et c'est pour ça qu'on a l'impression d'être piétinés, mais c'est pour aller. Non, mais alors c'est vrai que c'est rentré un peu dans le fonctionnement, mais pour information, ça peut vous paraître très frustrant quand on vous dit c'est en version bêta ou des choses comme ça. Ça l'est aussi pour nous. C'est-à-dire que toute l'idée pour nous est de livrer régulièrement une version et ça veut dire savoir s'arrêter dans le développement d'une fonctionnalité sans aller au bout du bout, parce qu'on sait que le bout du bout pourrait prendre 12 mois, 18 mois, 24 mois, on peut imaginer ça. Et en même temps se dire, non, là déjà, si on livre cette partie-là, il y a une valeur métier en plus. Et donc savoir s'arrêter, en faire un contenu qui soit quand même utilisable, malgré moi, non-utilisation de certaines fonctionnalités, mais qui soit utilisable, qui apporte cette valeur métier qu'on attend du logiciel, et en même temps de continuer à travailler, c'est-à-dire savoir découper finalement et se dire, cette date-là, à ce moment-là, ça nous convient, on s'arrête sur ça. Mais on peut continuer en effet moi, je vais reprendre le partage quand même pour vous montrer la navigation pour ceux qui connaissent moins. J'ai pas détaillé tout ce qui nous attend avec les utilisateurs parce que avec 102 utilisateurs, non, j'ai pas une vision sur on n'a pas une vision sur les 102 usages qui sont en cours, mais je sais que le ministère des Finances devait être présent, c'est un des gros chantiers pour eux, et ça va l'être pour nous aussi, c'est s'adosser, que le ministère des Finances s'adosse sa solution et fasse transiter sa solution actuelle d'archivage électronique vers VAS, et ça s'accompagne évidemment pour nous aussi, c'est un enjeu pour eux, mais ça l'est aussi pour nous. On a d'autres utilisateurs, je vous disais, pour Vitam Accessible en service, il y en a déjà sans doute une demi-douzaine qui pensent arriver sur 2026, donc on l'a dit, la Vaste Patrouille est là, mais ça va s'accompagner. On sait qu'il y a des attentes sur de la formation pour tous les utilisateurs, tous les membres du club utilisateur, donc on va travailler dessus. Et puis sur toutes les organisations qui sont déjà en production, évidemment, là, on peut avoir des écarts entre celles qui sont en production et qui vont avoir des enjeux d'exploitation, de maintenabilité dans le temps de l'outil, par rapport à d'autres qui sont sur du raccordement et tout ça. Un des enjeux quand même majeurs pour nous, c'est d'accompagner au maximum les organisations sur les usages en flux. Vitam, à l'origine, est fait pour du big data et du big data sur du flux, du dialogue entre applications. Et on voit bien que c'est encore une des étapes un peu difficiles à passer. C'est aussi pour ça que le module de collecte existe et aussi pour ça que la documentation sur le module, qu'on a fait ce guide on a participé à ce guide autour du module de collecte. Et tout l'enjeu quand même sur l'année est aussi de continuer à travailler sur ces sujets. N'hésitez pas à poser des questions. Il me semblait que je pouvais vous rouvrir la parole à tous, mais je ne suis pas sûre de désactiver tous les micros. Non, c'est plutôt activer tous les micros que je voudrais. Eh bien, je peux activer un à un, mais j'ai l'impression que je ne sais pas. Donc, ça va être un peu difficile. S'il lève la main. Oui, vous levez la main, il n'y a aucun problème. Je vous ouvre la parole. Je vous ouvre le paramètre audio. Ouais, mais ça doit être les miens. Les miens. Je sais que ça existe. Alors, Adèle, alors maintenant que je vous ai trouvé, je vous rouvre le micro. Alors, est-ce que normalement vous pouvez ouvrir votre micro et vous aurez la possibilité de parler? Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Bonjour, super. Voilà, je voudrais juste revenir sur Archifiltre. J'ai pris la visio, le webinaire en cours. C'est, si je me rappelle bien, c'est un outil qui a été développé initialement par les ministères sociaux. Et si j'ai bien compris, les ministères sociaux cessent le développement et vous allez reprendre le développement de l'outil, c'est ça? Alors, les ministères sociaux arrêtent d'héberger l'outil.
plutôt. C'est-à-dire que c'est une petite subtilité, hein, mais oui, globalement, ça va passer des ministères sociaux qui n'ont pas vocation à garder un outil comme celui-ci. Cet outil est né de ce qu'on appelait les entrepreneurs développeurs d'intérêt général. C'était un dispositif qui permettait sur un temps court d'avoir la mise à disposition de développeurs ou d'entrepreneurs liés au numérique pour un POC sur un outil. Ça a donné lieu finalement à un outil qui a remporté un franc succès et un usage certain dans la communauté archivistique et au-delà. Mais les ministères sociaux, à chaque année, c'était tout un enjeu de retrouver les modalités de financement, d'hébergement, de fonctionnement, parce que c'est pas du tout un outil classique au sein des ministères sociaux. Là, ils sont en réorganisation de leur service du numérique et ils ont souhaité explorer des pistes pour faire atterrir l'outil ailleurs. Donc l'outil atterrit au sein du programme Vitam, ce qui paraît plutôt cohérent. Après, le développement va se poursuivre, mais comme il s'est poursuivi cette année, c'est juste que cette année, comme c'était absorber la dette technique, c'est évidemment des choses qu'on ne voit pas en tant qu'utilisateur. Mais les travaux ont continué, ils continuent encore. On voit encore les développeurs. Ils sont encore. Il y a un développeur qui est encore là et un product owner, ça va, je sais pas comment on définit. PMO, oui. Ouais. PMO, Product manager. Product manager. Donc voilà. D'accord. Mais l'outil sera toujours en libre accès, libre de droit. On pourra toujours. Oui, parce que justement, c'est la même philosophie que Vitam, c'est-à-dire que comme Recip, Pastis ou le logiciel Vitam en tant que tel, c'est accessible, c'est open source, c'est accessible à tous. Tout à D'accord. fait. Très bien. Je vous remercie. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je n'ai pas l'air de pouvoir vous ouvrir à tous la parole d'un coup. Peut-être que là, vous pouvez tous, si vous avez envie d'activer vos micros, pas tous en même temps. Ça a l'air de donc maintenant, vous pouvez activer votre micro. Donc n'hésitez pas à lever la main, poser des questions. Moi, je vais reprendre le partage quand même parce que je ne sais pas. Logiciel. Pour vous montrer d'autres choses. Tout à l'heure, on parlait, il y avait les liens. Ouais, alors c'est plutôt dans des suivis de versement. Par exemple, là, on a fait des versements tout à l'heure. Là où je ne vous l'ai pas montré, c'est ce type de lien-là qui n'existait pas jusqu'à présent. Et comme je vous le disais, ça peut paraître pas grand-chose, mais alors nous, ça fait voilà, on retombe directement sur le versement qui a été fait et ça l'a directement pris en identifiant de versement pour retrouver ce versement qui a été proposé. Dans les autres fonctionnalités dont on a parlé, donc les référentiels qui sont appelés par les sélecteurs, c'est ceux qu'on trouve ici, donc service agent, service producteur, pour lesquels c'est des imports classiques CSV ou création à la main unitaire. N'hésitez pas à me préciser s'il y a une application. Ah, l'ontologie. Vous ne voyez pas avant. Vous ne voyez pas avant l'ontologie. Donc, elle liste les vocabulaires utilisés dans Vitam. Voilà, avec les éléments qui décrivent ce type de vocabulaire et comment il est utilisé. Est-ce qu'il y a un vocabulaire précis qui servirait d'exemple? Je vais vous montrer quoi, vous les filles? Non, mais les évolutions qu'on a fait, les versions précédentes sur l'ontologie et le schéma, qui est l'onglet d'à côté, nous a permis en fait de gérer l'affichage dynamique des métadonnées en fonction de la description qu'on en faisait et comment il fallait qu'elle réagisse. C'est-à-dire que si c'est un texte, on pouvait définir si ça devait être un texte court, un texte long, c'était une date. Du coup, on peut afficher dans la recherche le composant qui correspond à la métadonnée attendue. Un calendrier date. Pour une description, on va avoir une zone d'écriture du texte beaucoup plus longue que pour un titre, par exemple. Voilà, ça c'était quelque chose que vous ne voyiez pas avant, c'était de l'ordre de l'administrateur de la plateforme, et maintenant chaque utilisateur peut y avoir accès ou au moins le consulter. C'est un peu technique, mais ça permet pour l'administrateur fonctionnel d'avoir la main sur ce paramétrage-là, parce que juste là, il fallait appeler son exploitant préféré pour faire des manipulations, expliquer comment ça fonctionnait. Donc là, ça permet finalement d'avoir la main si on a besoin d'étendre, d'afficher notre métadonnée spécifique à son organisation. Merci. Ah aussi, la notice. Oui. En plus, je m'étais préparé un cadeau. Ah ouais. Parce que je crois que je l'ai décrit en le créant hier. Oui, j'ai mis une forme parallèle du nom, Santa Claus.
J'ai mis son existence que j'ai fait courir voilà, sur une journée, parce que c'est limité quand même. C'est vrai. Homme célèbre en type d'identité et distribution de cadeaux en termes. Voilà, oui, j'ai quand même fait comme je pouvais. J'y croyais encore à ma démo à ce moment-là, hier soir. En distribution de cadeaux. Non, mais alors, sans rire, vraiment, voilà. C'était quelque chose qui était quand même attendu, puisque avant il n'y avait que cette notion de identifiant non description, ce qui est en effet plutôt limité. Et là, vous avez maintenant la possibilité d'avoir cette notice étendue et d'avoir un rapprochement, évidemment, avec Isager pour les archivistes. C'était Isager. Pardon. Bon, je m'engage sur les normes et je me plante. Bravo, vraiment, c'est la fatigue. Voilà pour ces services producteurs. Il n'y a pas de demande particulière. Je veux voir absolument telle application. Personne n'a une application plus qu'une autre qu'il a envie de voir. Les audits pour montrer comment on peut Ah. lancer de façon complètement... Bien vu. Et où on retrouve les sélecteurs si tu changes. Donc voilà les différents types d'audits qui sont possibles. Et donc on peut en effet retrouver ce qu'on disait, la sélection d'un périmètre et avoir des critères pour lancer vos audits. Et donc par service producteur et d'aller chercher, eh bien, si je reprends. Ok, il n'y a pas. Je crois que je ne m'engage pas dans les démos. Pardon. Non, mais Est-ce que tu as versé finalement? Ah, peut-être pas versé au bout du bout. Tu as C'est pas, malin. voilà. Donc, le Père Noël n'a pas versé ses archives. Donc, Voilà. ça ne remonte pas dans l'audit. Voilà. Bon, là, j'en ai lancé un et ça fonctionne. Tu aurais pu Je peux ajouter une petite, un créneau de période. Ouais, enfin, là, je m'engageais dans beaucoup de choses que je fais. Je ne sais pas, Isabelle. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, Audrey, je ne sais pas, donc tu es déjà partie, mais à très bientôt. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions que ça, on était ravis de vous montrer les travaux. On espère sur l'année 2026 faire un événement, eh bien qu'on espère en présentiel, parce qu'on va retenter le coup. Et en particulier, ce sera l'occasion de présenter aussi les résultats de cette... de vous montrer ce qu'on est devenu, parce que le programme, les directions prises par le programme, une fois ce passage de l'accompagnement des ITP et des décisions de tous les acteurs de cet écosystème qu'on a, pour se mettre d'accord et le présenter de manière plus large à des organisations qui souhaiteraient intégrer le club utilisateur, qui souhaiteraient intégrer VAS. Évidemment, là, c'est un peu particulier. Ce qu'on peut présenter à date peut évoluer sur l'année 2026. Donc, tout l'enjeu sera de vous montrer et l'outil où est-ce qu'il en est, mais aussi en termes d'organisation, où est-ce qu'on en est. Puisqu'après 10 ans, évidemment qu'on a besoin de repenser les choses. Très grand merci à tous. Nous, on va manger du chocolat. Finaliser nos dossiers avant de partir pour quelques jours pour beaucoup d'entre nous. J'espère que vous aussi, vous passerez de belles fêtes de fin d'année. Et puis, un très grand merci à tous et à très bientôt. Tu viens? Voilà. Je paye.